Alors que tout le monde se rue en salle pour aller voir le 7ème opus d'une célèbre saga de slasher qui n'a plus rien à dire ni à montrer depuis des années en dehors de ses choix de production calamiteux, et que tous les influenceurs, tiktokers, créateurs de contenu et autres vendus font un max de vues et de stats sur la sortie du fameux Scream 7 alors qu'ils appelaient au boycott il y a encore 3 mois, on s'est dit chez Jumpscare que ces temps-ci il y a une belle ambiance de merde dans la commu horrifique, et que ça nous ferait peut-être un peu du bien de repartir dans le passé, en 2001 pour être précis, à une époque où Scream avait marqué les esprits et engendré une flopée de films qui tentaient de surfer sur le succès de la franchise. Puisqu'à l'époque, le slasher est à la mode, les vidéoclubs marchent encore à fond, le DVD est un support physique qui monte. Bref, c'est une vraie ruée vers l'or pour beaucoup de cinéastes. Et c'est dans ce contexte qu'arrive le réalisateur, producteur et scénariste Maurice Devro, qui va avoir l'idée de faire un slasher un peu différent avec un tout petit budget. Exit le tueur masqué qui chasse les ados. Bonjour, le jeu télévisé japonais où des candidats se font traquer et massacrer par plusieurs boogeymen pour le plaisir du public. Vous écoutez Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique, et aujourd'hui on s'attaque à Slashers. Dans Slashers, donc, 6 participants sont sélectionnés pour participer à Slashers, une émission japonaise ultra violente. Leur objectif est simple, survivre dans un décor de parc d'attractions labyrinthique tout en étant pourchassés par 3 tueurs aux gimmicks bien marqués. On a Chainsaw Charlie, plouc redneck armé d'une tronçonneuse. On a Preacher Man, un évangéliste un peu fou qui exécute ses victimes avec un crucifix en forme de poignard. Et on a le docteur Reaper, un chirurgien qui adore la torture et les décapitations. Nos 6 candidats, accompagnés d'un caméraman qui leur est interdit de toucher, doivent donc survivre pour espérer gagner une grosse somme d'argent. Tout ça en prenant en compte les règles totalement absurdes de la télévision. C'est-à-dire que tout le monde, par exemple, doit rester immobile pendant les coupures publicité, tueurs inclus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici la toute première édition de Slasher avec un groupe de concurrents constitué à 100% d'Américains. Vous avez bien entendu, 6 jeunes Américains vont tenter leur chance ce soir et qui sait, l'un d'entre eux va peut-être devenir très très riche. En effet, puisque personne n'est ressorti vivant la semaine dernière, la production a décidé de remettre en jeu la cagnotte, ce qui fait que ce soir, notre super jackpot est de 12 millions de dollars. Avec à mes côtés celle que l'on ne présente plus, les Slasherettes. Et pour rythmer cette soirée avec ses jingles tonitruants, je vous demande d'accueillir DJ Slash. Super délire. Mais avant de vous présenter nos 6 candidats, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles de Slasher. Oh, il y en a aucune! Les concurrents qui vont se rencontrer pour la première fois ont le droit de faire équipe s'ils le désirent afin de se partager la cagnotte. Ou alors, c'est chacun pour soi afin de gagner le maximum et le dernier à être encore en vie à la fin de l'émission sera déclaré vainqueur! Slashers n'a pas eu droit à une distribution en salle en France, mais le film a été la star des bureaux de tabac et des marchands de journaux au début des années 2000. Puisque oui, pour les plus jeunes qui nous écoutent, fut un temps, les marchands de journaux vendaient des DVD dans des gros blisters plastiques et c'était une mine d'or, pour ne pas dire le Far West, où on trouvait des grosses dingueries. Comme In Bed with Doc Gynéco. Voilà, merci Lily, merci pour... Il y avait les contes de la crypte aussi qui a pas d'édition DVD. Ouais. Oui, c'est ça. Il y avait des collections entières qui sortaient et tout, c'était le feu. C'est là où le légendaire éditeur Neo Publishing s'est fait un joli nid à l'époque aussi pour les collectionneurs. Enfin bref, et nous voilà 25 ans après la sortie de Slashers avec quasiment toute l'équipe de Jumpscare qui est extrêmement divisée sur le film. Et vous savez que c'est ça les meilleurs épisodes. Mais en plus, surprise, le réalisateur du film, Maurice Devro, est totalement francophone et il sera avec nous en seconde partie d'émission pour nous parler de la production du film qui n'a pas été de tout repos puisque le film a un tout petit budget de 150-160 000 $,
qui sont, je crois, sortis de la poche du réalisateur lui-même. Donc restez avec nous après qu'on soit tous embrouillés autour du film, puisque vous saurez tout sur Slashers. Pardon. C'est compliqué. Je suis balade comme un chien, c'est un plaisir. Chien comme Mathieu, qui n'est pas là d'ailleurs aujourd'hui. Je vais présenter à ce moment-là dans l'émission. Donc, ouais, j'improvise. Hein. C'est là où je devais présenter Mathieu, mais il est parti avant qu'on commence l'enregistrement, ce petit lâche. Il assume pas. Non, mais il a pas aimé le film. Il a pas aimé. D'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de division, alors qu'en réalité, c'était lui qui était le plus haters du film, mais il a pas assumé. Mylène, comment ça va ? Écoutez, comme quelqu'un qui a décidé de revoir tous les slashers de l'année 2000 et commencer l'année 2001, donc mal. Mais on a fini la prograde d'envouement et ça c'est cool. Oui. D'ailleurs, très sympa, on vient de finir la prograde d'envouement, on s'est envoyé je ne sais combien de films qui sont des documentaires ou des fan footage et on regarde une fausse émission télé, franchement, c'est pas cool. Genre vraiment, c'est bâtard. Désolé. Après, attends, contexte, il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est que l'Envouement qui nous écoute. Envouement, c'est quoi, les filles ? Alors, c'est le festival dédié aux documentaires, c'est-à-dire à la fiction qui prend la forme de documentaire ou le fan footage, qui se déroule à Lyon début mai. Voilà, et on y sera. Il y aura pas mal de films d'horreur, de ce que j'ai compris. Oui. Il y aura du beau monde, il y aura des beaux invités, mais ça on en reparlera dans d'autres épisodes qui arrivent, bien évidemment. Voilà, on tease. Tu as dit, Mylène, que tu t'es tapé tous les slashers de 2000 et de 2001 ? Alors, 2001, j'ai pas eu le temps de finir, mais j'ai fait toute l'année 2000 presque, parce que j'avais envie, tu vois, C'était pour la science, c'était pour faire un état des lieux du Mais slasher Mais Mylène, avant slashers. Voilà. Mylène, tu sais que ce podcast, il est bénévole, hein. Il n'est pas payé. je sais, mais je crois que c'est peut-être pour ça que je suis pauvre, tu vois. Je fais pas les bons choix dans la vie. Ah bon, Mylène, elle est pas payée? Elle non plus. C'est une stagiaire, enfin. Ah oui. On est tous en slip là tout de suite avec le t-shirt de Dipe tellement on n'a pas de vêtements, pas d'argent, tu vois, donc on est Un tous bisou à pauvres. Dipe, d'ailleurs. Après, il y a Camélie, et toi qui est en slip avec un t-shirt d'Ipescar. Vous êtes nus. Romain et moi, on est parfaitement habillés. Hein. Habillé, c'est un grand mot. Enfin, sous la webcam, tu sais pas ce qu'il y a actuellement. C'est... Écoute, moi j'ai un jogging pot de pêche Playboy. Tu sais, avec Playboy en strass écrit sur les Incroyable. fesses. Mais Romain, t'as pas compris que je partais dans un espèce de tunnel de film quand je vous envoyais la capture en vous disant c'est compliqué ce qui se passe en 2000. C'était pas pour le fun, j'étais dedans. Moi, je me suis juste dit qu'elle nous envoie une liste de films comme ça. Je pensais pas que t'allais tout regarder. Enfin, c'est pas la peine, tu sais. Là, surtout que là, j'ai la liste en face de moi. Il y a pas un bon film. Enfin, si, il y a Jason X, quand même. Oui, Trop bien. mais je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps. Le seul bon film, tu l'as pas vu. Super. Bon, regarde ça pour tout à l'heure, du coup, pour ton tunnel. Lily, comment ça va, toi ? Bon, écoute, ça va. Moi, je regarde des mauvais films, mais par choix, juste par loisir. Toi, J'ai vu un truc vraiment nul, ça s'appelait Snake Attack Compton. Donc, c'est en gros, Oh, c'est putain. un serpent géant qui attaque le Tiekar, tu vois. Oui, bah oui. Je viens de taper le jeu de mots avec le titre. Voilà. Ah, le titre est incroyable par contre. Snake Out à Content. 100%, ils ont eu le jeu de mots, ils se sont Regarde. dit, faut qu'on fasse un truc avec ça. Voilà. Là, c'est Voilà. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Dans ce- sûr. C'est bizarre, il y a pas S-Cube. Non. Non, il y a un mec qui ressemble vaguement à Steve Urkel et qui se tape du coup un serpent géant en 3D. C'est très perturbant comme Wow. vision. Voilà. N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Je vous vends ce film. Allez-y. Allez. Amélie. Oui. Amélie. Ça va ? Ouais, moi ça va. Comme on dit, la programmation de Envouement est terminée, donc une bonne chose de faite. Et toi, Romain? Quoi ? Elle Je l'ai dit, et toi, Romain? te demandait comment tu Et es. moi, Romain. Ah, moi, comment ça ? Bah, je disais que j'étais malade et que c'est compliqué, donc pardonnez-moi si je parle pas beaucoup. Là, j'ai tout donné pour l'introduction. Maintenant, je vais vous laisser. C'est votre film, c'est votre épisode maintenant. Là, D'accord. je tiens avec les 2 derniers Doliprane qui me restent. Ça fait 3 semaines que je me tape une sorte de rhume qui veut pas partir. C'est un enfer. Mais ça rend chaque visionnage de film un peu lunaire. Tu sais, c'est un peu un rêve fiévreux. Et Slashers, un côté très bizarre en plus esthétiquement. Donc, je le regardais, je me disais, waouh, je plane. 6, 5, 4, 3, 2, 1, antenne. De retour sur le plateau de Slasher où nous allons découvrir sans plus tarder les 3 pourfendeurs de cette semaine.
Il est né dans une grange, il a grandi dans un abattoir. On le surnomme le baron de la boucherie, le général du gore, le champion de la découpe. Il nous revient pour la 10e fois, le paysan préféré des ménagères de moins de 50 ans, le seul et l'unique Charlie le tronçonneur. Comment ça va? Merci, merci. 2 secondes, elle est toujours lente à démarrer. Généralement, la 3e fois, c'est la bonne. Je vous l'avais bien dit, et voilà. Et maintenant, pour la première fois dans Slashers, voici le cardinal du carnage ou encore le moissonneur des âmes perdues, le prophète de la douleur, le pire ennemi des pécheurs. Mesdames et messieurs, applaudissez comme il se doit. Pour la première fois dans l'émission, voici le révérend... Dieu te bénisse, mon enfant. Vous êtes tous des pécheurs. Oh que oui. Et enfin, de retour après 3 longs mois d'absence, je sais que vous l'attendez tous, celui qui détient toujours le record du plus grand nombre de candidats exécutés, le roi incontesté de l'erreur médicale, l'apôtre de l'euthanasie. Ils n'ont pas voulu de lui dans Urgence. Voici le docteur Dépeceur. Bonsoir, public. Je vais vous demander à tous d'ouvrir grand la bouche et de faire... Sans plus attendre, Lily, toi, tu connaissais déjà bien Slashers. Oui. On va commencer par toi. Tu te balades un jour et tu tombes sur ce splendide DVD. Oui, Bureau de tabac. Non, pas en DVD, moi. Je l'ai vu un petit peu plus tard. Ça fait partie des films que j'ai découvert en tapant film gratuit complet en français sur YouTube. Et alors, je vous donne l'anecdote hors contexte, mais la première fois que je l'ai vu dans un jacuzzi avec mes écouteurs, dans un hôtel de luxe, entouré d'influenceuses beauté qui se demandaient ce que je faisais là et qu'est-ce que je putain de regardais. C'était incroyable. Je comprends. J'adore. Il y en a une qui est venue me voir et qui m'a dit « C'est un peu violent quand même, est-ce que tu peux tourner ton écran ?» Voilà. Pardon, j'ai fait une imitation par Glorieuse, alors qu'en vrai, je faisais partie du lot. Si j'étais là, c'est parce que dans une autre vie, j'étais blogueuse beauté, sachez-le. T'as imité... Alors, c'est une blogueuse connue que t'as imité? Non. J'imitais, Dommage. je faisais une voix cliché, mais comme dit, je m'inclus dedans, hein, parce que voilà, si j'étais là, c'est parce que dans une autre vie, j'étais blogueuse beauté. Voilà. Vous le saurez. On se cherche tous un jour. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que Slasher fait partie de ces films que je range dans une catégorie bien spécifique, à savoir les séries B miraculeuses. Ces films qu'on trouve un petit peu par hasard, donc que ce soit sur YouTube ou chez le marchand de journaux, et qu'on cherche un petit peu par appât du sang et du graveleux, et qui au visionnage se révèlent finalement un peu plus intéressants que ce qu'on attendait d'eux, des petits miracles. D'où le nom série B miraculeuse. Et ce sont des films qui sont pas censés très bien marcher sur le papier et qui pourtant fonctionnent très bien. Je range là-dedans aussi, par exemple, 2019 après la chute de New York, Les Seigneurs de la route que j'adore, ou les films de Scooter McRae qui a fait Shattered ou 16 Tongues. Vraiment, ça sent le carton-pâte et le gaffeur, mais ça fonctionne. Et parce que j'entends par là le petit budget malin qui parvient à nous faire oublier, même si ça se voit, qu'on est dans un hangar, qu'on a 3 décors en mélaminé et que les armes sont faites en carton entourées d'aluminium, quoi. D'ailleurs, si j'ai un petit reproche à faire à la restauration de Slasher, c'est qu'il y a des effets dans le film qui choquaient pas du tout en DVD ou sur YouTube et qui, là, du coup, se voient. Par exemple, j'avais jamais capté le mannequin au niveau des jambes de Rebecca quand elle se fait couper en deux, ou j'avais jamais remarqué non plus que le scalpel du docteur était en papier alu, pour le coup. Là, je l'ai vraiment vu qu'à la resto. Cela dit, c'est pas gravissime parce que le film fonctionne tellement bien qu'on accepte qu'il soit pas parfait visuellement. Et là, je vais peut-être un petit poil trop loin, mais pour moi, ces petites séries B de l'artisanat, elles sont peut-être des parents très, très éloignés de ce qu'on appelle le cinéma de la transgression. Les films de Nick Z, de Richard Kern, où en fait, tu n'as pas forcément de décor, tu as des costumes très simples et cheap, et on te dessine des objets plutôt que d'avoir des accessoires. Et en fait, tout repose sur ta suspension consentie de l'incrédulité.
Voilà. Alors dans Slasher, on fait pas un effort de zinzin non plus, on n'est pas dans un XZ pour suspendre cette incrédulité, et c'est là que ça diffère complètement du cinéma de la transgression, évidemment. Mais tu acceptes ce qui se passe parce que c'est finalement pas si mal écrit, c'est bien mené en termes de rythme, et malgré les défauts visuels, il y a des effets qui sont vraiment gore et qui rendent vraiment bien malgré le budget très limité. Et puis aussi, surtout en termes de documentaire, je trouve ça très malin parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais les premières émissions de télé-réalité des années 2000, surtout les trucs des chaînes câblées américaines, genre les premières saisons de The Real World, ou même de Jersey Shore un peu plus tard, ça ressemblait à ça, hein. C'était très cheap. Et on avait aussi des candidats qui étaient moins habitués à ce type de programme, qui n'étaient pas encore des caricatures, qui ont intégré ces codes comme aujourd'hui. C'était des gens qui savaient pas se comporter face à une caméra et qui du coup paraissaient un peu plus lambda entre guillemets. Donc dans Slasher, ni le décor ni les acteurs approximatifs ne nous choquent vraiment parce que la mise en scène correspond à la télé-réalité de l'époque. Donc ça marche et c'est malin parce que tout ça, ça masque quelques petits défauts, mais c'est aussi un bon moyen de transcender son petit budget. Je dis transcender parce que pour moi, en termes de parodie télé et de jeu du cirque moderne, Slasher, il a réussi à se hisser au niveau de certaines grandes dystopies du même acabit de la série B, comme Les Seigneurs de la Route que j'ai cité plus tôt et que je vous recommande tout autant. Voilà. Même si Les Seigneurs de la Route, il y a un peu plus de budget, mais on est quand même sur un Corman fauché, quoi. Voilà. Oui, c'est pas loin. Ouais. C'est pas loin, c'est la même zone. Mm-mm. Et t'as cité aussi l'excellent 2019, Ouais. après la chute de New York, de Martino. Où c'est Si un pareil. jour on parle de post-apo, ouais, c'est exactement ça. C'est pareil, vous avez des trucs fabriqués en papier alu et, et en carton-pâte, mais ça marche parce qu'on y croit, quoi. Il y a un mec qui a une sorte de yo-yo qui il agite comme une fronde et tout, enfin c'est n'importe quoi. C'est fabuleux. Oui. Si un jour on parle de post-apo, on fait celui-là, je pense. Amélie, Oui, toi c'est l'inverse de ce que Oui. vient de dire Lily. Tu l'as Je- découvert hier soir. j'ai le découvert film. hier soir le film. Ouais, tu lui as mis une note assez spectaculaire de 1,5 sur 5 sur Letterboxd. T'as même eu des remarques Oui. en privé de nos Oui. auditeurs. Ça fait quoi de poignarder Lily dans son dos comme ça? Non, je poignarde pas Lily parce qu'en plus j'ai des choses à sauver dans le film. Je lui mets 1,5 parce que objectivement, effectivement, ils ont loué le paintball du coin pour tourner le truc. C'est quand même extrêmement cheap. Ça se voit. Et il y a cette ambition, étant donné qu'ils sont suivis par un caméraman, de vouloir faire un très long plan séquence qui est raccordé à la truelle par des clignotements d'ampoules et avec des faux raccords pratiquement à chaque fois, ce qui rend le truc vraiment délicieux à regarder. Mais il y a quand même des choses à sauver en dehors du fait... Ah oui, et si vous le voyez, s'il vous plaît, voyez-le en VF. Elle est incroyable. Elle Ah est oui, incroyable, oui. cette Magnifique. VF. Elle est sublime. Écoutez ce que dit Amélie. Ouais. Point VF. Ils ont doublé le film comme un cartoon ou du catch. C'est Ils zinzin. y croient plus que les acteurs du film. C'est hallucinant. Et d'ailleurs, elle prononce slashers. Elle Tiens dit à le dire. Slasher, j'ai pensé à ça. Ouais. Voilà. Et effectivement, il y a tous ces trucs un peu cheap, tout le monde joue mal, c'est hyper mal doublé, et l'actrice principale, elle ne fait que froncer ses tout petits sourcils là. Et en plus, il y a un truc un peu où, bon, on a quand même mis des boobs pour essayer de sauver le film, mais il y a des trucs que je trouve vraiment cool. Par exemple, les trois méchants, donc les trois, ils appellent ça les slashers, mais on va dire les trois boogeymen, sont une sorte de trilogie de l'apocalypse de l'Amérique de l'époque, c'est-à-dire qu'on a un redneck qui représente un petit peu la fracture sociale et économique de l'Amérique à ce moment-là et qui est encore plus valable aujourd'hui. On a un chirurgien esthétique pour essayer de dénoncer cette sorte de course à la beauté, de société de l'apparence, et on a un révérend donc pour être vraiment sur toute la partie ultra religieuse de l'Amérique. Donc en vrai, on a quand même des boogeymen qui sont représentatifs de quelque chose, et on a même des candidats qui sont aussi intéressants. Par exemple, on en a une qui quand même fait le truc parce qu'elle a la sclérose en plaques, et je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner à la recherche. Et on a cette Final Girl qui en fait est Final Girl parce qu'elle est dans une sorte de pureté morale. C'est la seule qui se révolte contre cette émission, cette société du spectacle, et qui essaye, en participant au système, de quand même le dénoncer. Et du coup, c'est elle qui s'en sort le mieux. Et le grand méchant est aussi quand même un tueur en série, ce qui est quand même quelque chose de très symptomatique de l'Amérique aussi. Donc en fait, on a essayé de rassembler plein de choses représentatives des États-Unis pour essayer d'en faire une critique sociale. Effectivement, on n'est quand même pas sur un truc
très fin, hein. On est quand même avec des gros sabots et des représentations un petit peu caricaturales de tout ça. Mais il y a quand même quelque chose qui est dit dans ce film. Et le film, il n'est pas là juste pour du pur divertissement et montrer du sang et des boobs. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt cool d'avoir réuni tous ces éléments. La seule chose qui m'interroge un petit peu, c'est pourquoi il a fait de cette critique de l'Amérique une émission japonaise. Moi, ce que j'en vois surtout, c'est pour rendre un hommage à la télé japonaise avec ses émissions un peu loufoques. Et aussi, il faut pas oublier que Battle Royale est sorti l'année précédente. Et quand on voit une japonaise qui énonce comme ça des règles du jeu, on peut pas ne pas penser à Battle Royale avec ce truc aussi, le collier qui permet de les manipuler à distance, tout ça, quand même. Mais il aurait pu aussi faire une critique de la télé américaine, parce qu'on est en pleine période Jackass, donc il aurait pu avoir quelque chose sur un Oui. côté un petit peu plus MTV que émission japonaise qui, pour moi, n'apporte pas grand-chose au film. Bah, pour moi, je trouve que ça fait vachement émission MTV. Hein. En fait, de Oui, l'époque. ça fait ouais. émission. ouais. Non, mais j'entends qu'il y a quelque chose de... Mais en fait, il n'en a pas fait une émission purement américaine, comme, Ah, on va oui. dire... comment dire, le prix du danger, enfin tu vois tous ces trucs là où c'était vraiment enfin pas le prix du danger mais justement le remake Running Man. Running Man, où il y a vraiment un truc où c'est une émission purement américaine. Là il l'a déplacé au Japon et pour moi je trouve que ça se justifie pas tellement. J'ai peut-être une piste là-dessus. J'ai pas la réponse à pourquoi c'est au Japon. Et c'est une question que je compte poser au réalisateur quand on va l'interviewer. Parce qu'au moment où on enregistre, on l'a pas interviewé. Je me demande si le setup au Japon, c'est pas lié à la production du film et d'où vient l'argent du film. Ah, peut-être qu'il fallait que ce soit... Parce qu'en plus, même les slashers, ils sont des représentations américaines, c'est pas des slashers japonais. tu Oui. Je pense que c'est juste à cause de Takeshi. Il y a Takeshi Castle. Ah, Ouais. voilà, merci. Mais J'arrive pas à le je prononcer. pense, oui, en fait, Ouais, ouais. toutes ces émissions un petit peu loufoques japonaises. Mais bon, en tout cas, la question se pose sur cette sorte d'hybridation américano-japonaise. Mais sinon, en fait, bah, le film, il est quand même... J'ai pas passé un mauvais moment, mais je trouve que quand même tout est vraiment carton-pâte. Mais franchement, le décor de la Love Room, là, il est terrible. Et on sent qu'en fait, à chaque fois, ils ont bougé des couloirs pour mettre ils Oui. les ont peints de couleurs différentes pour faire des ambiances et tout. En vrai, il y a, et ça le rend le, le truc, il y a le même décor dans Frenchy Shore actuellement. Mais Ouais, vraiment. Mais en plus, c'est ça vraiment rend vrai. le Et c'est truc, vraiment des, Non, mais des c'est vrai, tentures il y à a 2 vraiment balles, une quoi. DA, hein. Ouais. Il y a vraiment une DA. Ouais. Ça rend le film un petit peu rigolo. Il y a un petit côté aussi avec les mannequins, les figures de films d'horreur, le fait que Oui. les participants, ils aient eux-mêmes fait des films Le d'horreur. Freddy Krueger du pauvre. Oui, qui est en arrière-plan. il y a un truc Ouais. vraiment entre Fredoche. la maison hantée et l'escape room d'horreur vraiment cheapos où on est poursuivi par un mec avec Oui. une tronçonneuse en plastique. Avec en plus tous les... Alors, pourtant, les costumes des Boogeymen sont plutôt cool. Le costume du redneck, moi, je trouve qu'il est vraiment sympa. Il y a vraiment quelque chose. Mais bon, le surjeu permanent du truc. Et puis, il y a certains effets qui sont un peu bof, genre les balafres sur le visage de la meuf. On dirait vraiment qu'elle s'est collée des chips sur la tête. Bon, c'est pas grave. Mais enfin, Ça voilà, arrive. j'ai mis une mauvaise note parce que objectivement, je trouve pas que ce soit un bon film et je trouve qu'il a vraiment un côté un peu dans le surjeu et over the top permanent qui le rend un petit peu rigolo à voir et parfois à ses dépens, malheureusement. Mais je trouve quand même qu'il y a des trucs intéressants dans le film et tout n'est pas acheté, quoi. Bel effort. Voilà. Bravo. Elle est forte. Une étoile. Je lui donne une gommette. J'aime bien parce qu'en plus, tu te justifies de ta note en mode oui, j'ai mis ça, etc. On se croirait dans Koh-Lanta. Donc on est dans le rap, toujours dans le côté télé, tu sais, en plus. Bah oui, mais je donne une gommette. Je voulais revenir juste sur le fait pourquoi ça se passe au Japon. Enfin, en même temps, je trouve pas qu'on nous dit que ça se passe au Japon. On nous dit que c'est un format japonais qui est adapté aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est vraiment au Japon, je suis pas sûre en fait. Bah, après, Mais- dans le public, ils sont japonais, tu vois. Par exemple. Ah oui, Et donc tous c'est les autres, peut-être, ouais, en c'est fait, peut-être l'émission supposé. est C'est les japonaise premiers et ils font candidats américains. une spéciale Oui, oui. Amérique, quoi. D'accord, ok. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai quand même une piste là-dessus. C'est parce que je pense qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2001, donc année de production 2000, j'estime. Et du coup, je pense qu'il faut se remettre un peu dans le contexte. À l'époque, en fait, ce genre de truc, les téléréalités, c'était presque inimaginable que ça aille aussi loin en Occident.
on va dire. Et du coup, là où ça avait l'air foufou, c'était vraiment au Japon. Parce que, ok, il y a The Real World à ce moment-là en 4. Non, mais il y a Jackass, hein, même période, hein, année d'avant, début de Jackass. Hein, on est déjà dans des trucs de télé-réalité zinzin américains. Certes, mais c'est encore tout récent et c'est des formats qui à l'époque peuvent paraître assez soft par rapport. Et pourtant, je parle de Jackass, hein, mais par rapport à ce qui se fait au Japon. Je me souviens très bien des émissions de l'époque où il y avait une émission avec Christine Bravo, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui montrait des trucs qui se passaient à la télé dans les autres pays du monde et tout le monde attendait le Japon en mode « Waouh, ça va être trop fou ce qui se passe au Japon !» Parce que ça nous paraissait le truc le plus fucked up à l'époque, c'était la télé japonaise, quoi. Donc, je pense que c'est une piste. Déjà. Ouais, moi je suis plutôt raccord. Je pense qu'on, bien sûr, on aura la réponse durant l'interview, mais tous ces trucs me paraissent pas du tout déconnants. Effectivement, moi ça m'a jamais choqué parce que à l'époque où je l'ai vu, ça me paraissait normal que ce genre d'émission puisse apparaître à la télévision japonaise. En mode vraiment, c'est eux qui font les plus folles émissions, quoi. Oui, non, mais après, encore une fois, il y a la référence Battle Royale, il n'en reste qu'un, il peut se trahir, tu vois. Oui, je pensais au collier Battle Royale. Et puis aussi, il y a le principe de ce côté documentaire qui est quand même quelque chose de plus japonais, en tout cas, dans l'esprit, que américain à cette période-là, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. T'as résumé en 3 mots ce que je voulais dire. Enfin, je sais pas, on a un spécialiste du documentaire japonais maintenant parmi nous, alors... Arrêtez, s'il vous plaît, j'en peux plus. Je ferme les yeux, je vois Koji Shirashi. Quelle horreur. Nombreux dans ce cas. Tu vois des films de Koji Shirashi tout le temps. Je ferme les yeux, je vois des vers spectraux, je vois des médiums fous et... Des gros bébés qui flottent. Ouais, c'est ça, pitié. Non, ça, je réserve ça pour un autre épisode. Mais moi, je pensais Battle Royale, qui est sorti un an avant, et je pensais que c'était une référence à ça. Et je pensais en effet que peut-être que la production japonaise a mis de l'argent dans le film, et c'était de ma théorie. Donc j'attends de parler au réalisateur tout à l'heure pour voir d'où ça vient, en effet. Mylène, il faut qu'on revienne un peu à cette dinguerie. Tu t'es tapé tous les slashers de 2000. Alors déjà, le film sort en 2001. Pourquoi 2000 ? Mais parce qu'en fait, de base, on avait évoqué à un moment donné de la Screamsploitation, toutes ces choses-là, et je me suis dit, je vais partir de la fin du néo-slasher, parce que, désolé de le dire, mais le néo-slasher, il se termine avec Scream 3. C'est fini après, on arrête. Il faut plus utiliser ce terme. Scream 3 qui sort en ? En 2000. En 2000. J'étais plus sûr. Et il n'y a pas Cut Attends, tu me fais douter. Cut, c'est en 2000. Ah bon, alors autant pour moi. Non, mais justement, je me suis dit, je vais repartir de 2000 pour voir un petit peu, comme je l'avais fait l'autre fois pour la fin de l'âge d'or du slasher, revoir en fait comment se passe cette fin de vague et voir comment on peut en arriver à tout ce qui est arrivé en 2001 après, et notamment slashers. Et donc, je suis partie dans les années 2000. C'était très, très compliqué parce que contrairement à la fin de l'âge d'or dans les années 80 qui s'est étalé sur plusieurs années et qui avait quand même 4-5 ans d'âge d'or sympa à regarder, là en fait la dégradation du néo-slasher elle est arrivée très très rapidement. C'est-à-dire que quand dans les années 80 on est parti sur du shot-on vidéo, là on est tout de suite parti sur du DTV et sur des choses avec très peu de budget, des films qui comprenaient pas ce qu'était Scream, des films qui comprenaient pas ce qu'était le slasher et du coup qui mélangeaient un peu tout en même temps. Et oui, Cut, ça fait partie du haut du panier. Comme pour la fin de l'âge d'or, du coup dans les années 80, les slashers ont commencé à évoluer à l'international. Donc c'est comme ça qu'on a eu des slashers australiens, donc Cut, on a eu des slashers allemands, des films qui ont été nommés comme des slashers mais qui n'en sont pas vraiment un, comme Anatomy par exemple, ou alors des slashers allemands qui se contentent notamment de plagier la BO de Scream comme Flashback, avec notamment l'actrice du Destin de Lisa. Voilà, si vous ne connaissez pas. C'est fabuleux. Ce film est un banger. Non, mais c'est clairement un film fait par un mec qui est pas fan des slashers, qui est plus fan d'Hitchcock, qui arrête pas de le répéter durant tout le film. C'est terrible. Moi, j'adore ce film. Je le trouve trop bien. À un moment donné, il y a un mec qui fait un message d'excuse avec une animation de sa tête en 3D années 90. C'est un banger. Et effectivement, tout le film ne fait que reprendre la BO de Scream en rajoutant quelques notes en disant c'est pas la même. T'inquiète. J'ai pas plagié, maman. C'est ça. Du coup, il y a des films aussi qui sont carrément à l'ouest et qui n'ont pas compris, genre Camp Blood ou encore Bloody Murder, qui eux sont des films qui copient Vendredi 13. Eux, ils sont encore à la fin de l'âge d'or années 80. Ils savent plus où ils sont. On a des formules hybrides comme
j'allais dire Vendredi 13, comme destination finale, qui mélange le fantastique et qui s'éloigne de plus en plus de la formule. Et en fait, plus ça va, plus on sait même plus ce qu'est un slasher. Genre, on reprend des bouts de whodunit, on va mettre du fantastique, du thriller. Par exemple, dans les années 2000, on va avoir un film qui va s'appeler Killjoy, qui est, je suis sûre que Romain va dire un banger. Moi, je trouve que c'est une purge. On va avoir aussi un film qui va s'appeler Jack Frost 2, avec un bonhomme de neige tueur. C'est génial. C'est Là, on mange bien, là. un Là, on mange super chef-d'œuvre à mes yeux. bien. Un bonhomme de neige sur une île paradisiaque, au soleil. Attention. C'est du génie, du jamais. Voilà, que des expérimentations qui, en fait, comme ça l'était pour le shot on vidéo, ne peuvent sortir qu'en DTV parce qu'en fait, c'est vraiment... je sais pas, j'ai perdu le terme. C'est des bas-fonds, quoi. Non, mais j'allais dire un terme, une expression que je n'ai plus. On a aussi des copies de Scream qui assument totalement, comme Scary Scream Movie, que je préfère à Scary Movie. Désolée, mais je l'aime trop. Moi aussi, je le préfère à Scary Movie. Il est bien Scary Ouais. Scream Movie. Ouais, C'est je le vachement trouve un plus peu drôle, en mieux. vrai. C'est ça, et puis il y a vraiment des petits ajouts de texte et tout, des scènes qui sont vraiment sympas. Et il y a aussi des tentatives à l'international qui sont vraiment très cool, dont une que j'ai découvert aujourd'hui qui s'appelle Bloody Beach, qui est une tentative sud-coréenne qui sort dans les années 2000 où des potes qui se sont rencontrés sur Internet vont partir dans une petite baraque au bord de la mer et vont se faire buter par un mec qu'ils ont viré de leur chat. C'est complètement inspiré de Souviens-toi l'été dernier, il y a plein de références comme dans Scream, ça se le cache pas, mais c'est très cool à regarder et en fait c'est un peu triste de voir que le haut du panier de cette petite vague d'agonie du néo-slasher, finalement elle sera bien plus sympathique dans les films peu connus et qui sont à l'international. Donc que ça soit en Allemagne ou du coup dans les films sud-coréens. Il y a aussi des expérimentations complètement copiées-collées dans la série B, comme un film qui s'appelle Head Cheerleader, Dead Cheerleader, qui se passe intégralement, presque, dans l'appartement d'une meuf au téléphone. Et c'est que du copier-coller de Scream. Elle s'appelle Heather. Il y a même des scènes reprises de Freddy. C'est du grand n'importe quoi. Et pour finir, les années 2000, c'est aussi Promenons-nous dans les bois, l'expérimentation française du slasher, que je vous conseille pas de regarder, sauf si vous voulez mourir. J'adore. Oh putain, c'est l'angoisse. Franchement, à chaque fois que je le revois, je comprends pas comment, pourquoi, enfin trop de questions. Et voilà, donc c'est pour dire que les années 2000, c'est très compliqué. La production continue parce que, comme pour la fin de l'âge d'or, en fait, du slasher, c'est sûrement des films qui étaient déjà mis en production avant la fin de l'âge d'or. Mais finalement, cet âge d'or, qui était aussi l'âge d'or pour les films de les teen movies, en fait, horrifiques, ce qui a beaucoup marché dans les années 90, bah, elle s'estompe et on sait plus trop quoi faire. Et quand on arrive en 2001, les seuls restants, ça va être des choses qui vont s'inspirer de Jack l'Éventreur, comme pour la fin de l'âge d'or. Donc on va avoir des films comme Reaper, qui est une purge intégrale, mais que j'aime d'amour. On va avoir des films qui savent plus trop où ils vont, mais qui vont à la piscine, avec James McAvoy, qui va se faire buter dans une piscine avec Swimming Pool. Mais ça, c'est vachement bien. Moi j'adore, c'est l'un de mes préférés. Achetez-le à 2 € en DVD. Mais oui, c'est une série B à 2 balles, mais elle est sympa, quoi. C'est super fun, c'est rythmé, c'est sympa. Ouais. On arrive quand même sur des choses qui commencent à avoir de moins en moins de budget. Et en plus, Swimming Pool, ça reste une production allemande qui est très peu sortie chez nous, qui n'a pas été restaurée. Voilà, c'est des films qui sont de moins en moins accessibles. Je crois que cette année-là, il n'y a que 2 films qui vont sortir en salle dans les productions. Ça va être Meurtre à la Saint-Valentin, enfin Mortel Saint-Valentin, et Jason X. Le reste, ça va être que des DTV qui sont principalement produits aux États-Unis, mais pas que. On a quand même des slashers, notamment espagnols, Black Serenade, que je vous conseille au passage, des petites purges qui se passent au ski avec Shredder, et aussi un slasher avec un chevalier sorti d'un GN pour tuer des meufs. Voilà, ça n'a aucun sens. On aura la fausse suisse de Scream, donc Final Stab, que j'adore. Voilà, je râle parce qu'on l'a pas fait aujourd'hui. Mais c'est dans ce contexte-là, un petit peu perdu, que Slasher sort. Et en fait, moi, j'avoue, cette période, elle me fascine. En fait, je trouve ça fascinant, toutes ces expérimentations, ces petits DVD là qu'on peut trouver à 1 € à Nose. J'avoue qu'il y a un truc un peu... Tu sais pas trop jusqu'où ça va aller, tu sais pas trop ce que tu vas regarder, mais tu fonces quand même. Slashers, moi, à l'époque, je l'ai découvert parce que du coup, j'avais un accès à Emule Island. Et je regardais l'intégralité de tous les films qui étaient mentionnés horreur. Et un jour, je suis tombée sur ce film-là. Quand j'ai vu la pochette, j'ai cru que c'était un porno. Du coup, au début, je l'ai pas téléchargé. Ça pourrait, en vrai. Totalement. Je me suis dit, c'est quoi ce truc ? En fait, c'est un porno slasher, je comprends pas, c'est trop bizarre.
C'était dispo sur YouTube, hein, donc. C'est ça, il y avait une DA. Mais j'ai foncé quand même. À l'époque, j'avais vu, je pense, de cette année-là, j'avais dû voir que Mortel Saint-Valentin et j'avais vu Voulez-vous connaître un secret. Je ne sais pas si vous avez vu cette purge. Oui. C'est une espèce de redite de Souviens-toi l'été dernier, mais c'est très, très, c'est très mauvais. Et en fait, ça. Ah bah, c'est 2 € et un rêve. Voilà, et c'est bizarre parce qu'en fait, ça mélange Souviens-toi l'été dernier, mais ça se perd en route pour refaire Mortel Saint-Valentin, je dirais. Voilà, C'est ça. Voilà, une purge. C'est vraiment, franchement, à cette époque-là, il y a vraiment eu des trucs chelous. Souvent, ça a commencé par une scène chez le psy. Après, la meuf, elle partait à la montagne où elle allait donner des cours de français dans un chalet. Et du coup, tout partait en cacahuète. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et franchement, Slashers, dans tout ce petit panier de pot pourri, j'ai trouvé que c'était un super vent d'air frais. Moi, j'adore ce film. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais déjà accro aux téléréalités. J'en consomme toujours autant aujourd'hui. Et en fait, j'ai adoré. J'adore. Enfin, en fait, ça me dérange pas qu'il y ait un montage un peu pété. Ça me dérange pas que ça fasse carton-pâte parce que, comme l'a dit Lily, les décors de ces téléréalités, elles sont toujours comme ça. Le montage, il est toujours aussi dégueulasse. Si aujourd'hui tu regardes une téléréalité sur M6 par exemple, que tu tapes L'amour est dans le pré ou Marié au premier regard, même aujourd'hui, c'est encore dégueulasse. C'est encore imbictable. Ouais. Du coup, ça me dérange pas, ça fait partie du package, ça fait partie de l'expérience. Et j'avoue que ça m'a un peu fascinée de voir mixer, peut-être pour l'une des premières fois, parce que je pense qu'à l'époque, j'avais pas vu Dead Set. Donc Dead Set, la série où il y a des zombies C'est bien ça. qui arrivent dans la... cool. Je crois que c'est Big Brother, c'est la télé-réalité dans laquelle ils arrivent, je me souviens Oui. plus. C'est une sorte de Secret Story et tout. C'est ça, et c'est super bien fait. Pour moi, c'est le top par contre du panier en termes de mix entre la télé-réalité et l'horreur. Et je crois que j'avais pas vu ça, du coup, c'était l'une des seules représentations de ce type de formule hybride que j'appelle le slasher télé-réalité. Il y a 3 films dans cette sous-catégorie. Il y a d'abord Colobos, sorti en 99, Slashers et Cruel World avec, vous savez, l'acteur qui jouait dans Terminator 2, qui jouait John Connor. J'ai oublié son nom. Édouard Furlong. Et tu mets pas le Halloween télé-réalité dedans, hein? Oui, il y a Ah oui Résurrection. Halloween Putain, je l'ai Résurrection. oublié. Il y en a 4. Mm. Voilà, Le merci meilleur. Amélie, je le rajouterai dans Le ma meilleur liste. de toute la saga en plus. C'est Ouais. ça. Il y a même un montage d'Halloween Résurrection qui existe avec que les vidéos des caméras de surveillance. Ouais, la version full C'est footage. vrai que je l'ai oublié, punaise. Oh là là. Bon, il y en a 4. Voilà. Maintenant, grâce à Amélie, j'en ai rajouté un 4e. Experte en slasher, apparemment. T'as dit quoi? Rien. Continue, je t'écoute. Non, j'aimerais bien savoir ce que t'as dit. Je sais pas, ça a bugué, il y a eu des grésillements. Continue, t'inquiète pas. Quel bâtard. Slashers, qu'est-ce qu'on en pense? Non, mais voilà, j'adore ce film. Je le trouve très cool. Au début, j'avoue que les premières fois que je l'ai vu, j'ai été assez sortie par le jeu de la Final Girl, que je trouve... Oui, elle joue trop mal. Oh mon Dieu. Genre, elle arrive, elle est là en mode... Genre, juste, ils lui ont dit, tu joues la meuf en panique, mais elle a jamais vu de meuf en panique. C'est pas possible. Je comprends pas. Après, moi, j'avoue, la première fois que je l'ai vu, alors je me rappelle plus comment il s'appelait ce mec. Je sais plus si vous vous souvenez il a gagné le Loft 1 à côté de Loana. Ah oui, Stevie. Christophe. Ah non. Non. Stevie, il a pas gagné. Non, ce mec-là, si tu veux, il savait vraiment pas se comporter face à une caméra. Il avait toujours les épaules rentrées en avant comme ça, et puis il parlait un peu comme ça quand Benjamin Castaldi. Il s'appelle Christophe. Christophe. Oui, je l'ai dit, vous m'écoutez pas. Ah C'est ça, pardon, ça j'ai veut pas dire- entendu. Elle a dit Christophe. Pardon. Et du coup, moi, cette Final Girl, elle me choque pas parce que, encore une fois, il y avait des personnages comme ça à la télé-réalité. Donc, le fait qu'elle joue super mal, en fait, il y avait des gens pas du tout à l'aise et qui se tenaient mal et qui t'avais l'impression qu'ils étaient dans un rôle et qui le jouaient très mal. Effectivement. Oui, mais là même, elle a pas des réactions. En fait, elle C'est voit une ça. meuf se faire découper en 2 devant elle. Elle est pas. Oh non mon plus Dieu, hyper- c'est Ah, horrible. ce truc, le faux night shot. Oh, ce faux night shot, il est incroyable. Ils ont juste mis de la lumière verte parce qu'ils ont pas fait un night shot. Ah, Ça me c'est tue de horrible. rire. Ah, pour moi, c'est pas la nuit, c'est vraiment ils lui ont juste mis une lumière verte.
Bah oui, c'est ça, c'est un faux night shot. Ils ont pas fait un night shot. Mais après, moi, je trouve ça un peu fascinant le fait que tu peux pousser un mur et qu'il va tomber. Ça me. Mais par contre, ouais, j'avoue que la Final Girl, quand ils te la présentent, c'est qu'ils disent qu'elle est en droit, qu'elle vient pour ses idées. Et au fur et à mesure, tu vois qu'elle est pas très douée, tu te dis, bon, ça va être compliqué. Et je pense vers la fin, j'arrive un peu plus à la supporter. Déjà parce qu'elle dit qu'elle aime bien les films d'horreur. Et aussi parce que je la trouve de moins en moins conne. Alors, je sais pas dans quel sens ça a été tourné, mais ces scènes sont un peu moins pires vers la fin. Et j'aime bien aussi le personnage du caméraman qu'elle fait entrer en scène au fur et à mesure du film. Ça, je trouve ça plutôt cool. Et puis le fait que le film, il est pas méta, mais quand même, tu vois, il te met en avant certaines règles. Quand elle dit, bah non, si on couche ensemble, en fait, on va forcément se faire tuer ou des choses comme ça. Donc, il a quand même digéré ce qu'était un néo-slasher à ce moment-là et en fait, ce que possiblement veut le public de ce type de film. Et j'avoue, ça me dérange pas. Par contre, tout ce côté, ça a été tourné dans un paintball de campagne, possiblement avec des poteaux. Enfin, je trouve que ça fait vraiment le charme du film. Et encore une fois, je pense que si ça n'avait pas été un format télé-réalité, si on n'avait pas suivi le caméraman, tout ça, c'est des choses que j'aurais pas forcément excusées. Là, je trouve qu'en fait, même tu vois la VF moche, tout, ça fait un package qui, encore une fois, j'ai l'impression de renifler un bac à DVD de 1 euro de nose. Amélie, le over the top qui fait que ça peut être too much, j'entends totalement que ça peut faire décrocher quelqu'un du film, vraiment. Mais je pense que de la même façon que j'aime que Jason aille jusque du coup dans l'espace, j'aime que ce film soit over the top et qu'il soit même over the top dans l'aluminium qu'il utilise sur ses armes. Ça me va totalement. En fait, pour moi, c'est vraiment le package. Tu vois, pour le coup, c'est un film que j'achèterai en DVD, Lily, parce que je trouve qu'il mérite ce DVD. Voilà. Oui. T'as cité un film, quand même, en effet, qu'on devait faire à la place de Slashers. On a hésité pendant un certain temps, en fait. On voulait faire Slashers, parce qu'en fait, j'ai dit Slashers comme un connard depuis tout à l'heure, et j'ai envie de me frapper, je m'entends le dire. Final Stab. En effet, tu parlais de la Scream Spotation. On a pris le film qui, au final, ressemble le moins à Scream possible, alors qu'il y a des choses qui s'en rapprochent dangereusement. Et en effet, on a failli faire Final Stab, qui est donc le remake de Scream par un certain David Decauto. Le roi David. Mais c'est pire. Ah non, il a tenté de faire croire que c'était le 4e Scream. Il a essayé de se vendre comme ça. C'est encore pire. Mais moi, je trouve que... Quel boss. Que c'est le 4e Voilà, Scream moi, je dans trouve ton que c'est cœur. admirable. Sachez quand même que la boucle se boucle, puisque tu parlais des effets gore du film qui sont plutôt pas mal. Ils ont été faits par un certain Adrien Moreau. Adrien Moreau a fait les effets spéciaux de maquillage de Scream 6 récemment. Ah, Et de Thanksgiving aussi, de Eli Roth, de Megan, bah bravo de The Adrien. Whale. The Whale aussi, il est sur le maquillage de Bradan Fraser. Enfin, apparemment, lui, Ah en ouais. fait, il est partout. Il est sur X-Men aussi. Enfin, il y en a Ah, un, en BG. tout cas, qui s'est fait un beau CV grâce à Slashers, putain. Enfin, voilà. Eh, moi, j'ai un gossip, si vous voulez, sur le casting. Ah, bah, bien sûr. Voilà. Vous voyez Brenda, donc c'est l'aspirante mannequin qui veut faire actrice. Oui, Ah oui. la nunuche, la bimbo. Voilà, Sofia de Medeiros. Eh bien, sachez qu'elle est mariée depuis 2006 à Corneille. Voilà, pour info. Vous vous souvenez de Corneille? Corneille. Alors, Oui, on le vit chanteur. chaque jour comme le dernier. J'ai une sensation de déjà vu. C'est incroyable, Lily, merci. C'est incroyable. Parce que Wow. Mais non, mais tu disais tout à l'heure, Romain, ouais, donc je te disais, c'était la fausse suite de Scream, mais ça va vraiment loin parce qu'il y a des variations de titres où il s'appelle Final Scream. Et du coup, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai cru que c'était une suite de Scream au début. Ah, le choc. Ah ouais, je l'ai téléchargé en me disant, bah vas-y, tu vois, il est dans la suite. En plus, il y a des affiches alternatives, vraiment, enfin, tout est fait pour faire croire que ça va être la suite. Et ils ont eu des soucis, même, ils ont dû changer certains titres, effectivement, et l'appeler Final Stab, parce qu'au début, c'était Final Scream. Donc les gens pensaient que c'était le dernier opus. David Decauto, ce troll. Pour moi, c'est On en un génie. reparlera dans un épisode dédié, parce que David Decauto, c'est un des grands. Mais c'est- vous pouvez pas griller la carte de Coto pour cet épisode-là. Mais C'est pour ça. premier degré, c'est une légende du cinéma bis et d'exploitation. Hein. David Decauto, on en reparlera dans un épisode dédié, si possible avec lui, parce que pendant un temps, il était chaud pour venir, mais c'est compliqué parce que ce monsieur tourne 20 000 films par jour. Donc, on l'aura, on espère. Voilà. C'était le point Final Stab et Scream Exploitation. Bref, Slashers, je crois que c'est Amélie qui a mieux résumé pourquoi j'aime le film, en fait, paradoxalement, alors que c'est elle qui a le moins aimé ici. C'est que j'ai la sensation d'être dans un escape game quand je vois Slashers. C'est-à-dire que le surjeu constant des comédiens et des comédiennes Oui.
j'ai l'impression de voir des gens qui animent. Les portes qui s'ouvrent là. Hey, ouais. il faut courir après. C'est ça, et t'as 2 flashs de lumière qui tentent de te faire croire qu'il y a une ambiance de fou, etc. Et quand je vois tout le monde surjouer, et c'est encore plus accentué par le doublage VF qui est, on le répète, Incroyable. hallucinant. Incroyable. Vraiment. Tu as l'impression d'être toi aussi, en fait, dans cet escape game avec des acteurs qui sont en surjeu, mais tu les regardes avec un peu de respect en mode t'es pas assez payé pour ça, mon grand. Tu vois, c'est ça. Et rajoute les décors de trains fantômes qui sont sans doute pimpés avec des... Je pense qu'ils ont fait des raids à Jiffy, tu sais, ce genre de magasin. Et Ils étaient chez Action avec Milan et moi. Grave. Ouais, On c'est était ça, les DA. Halloween. Il y a les pom-pom girls avec des têtes de mort dans leurs C'est pompons génial. là, ça me. Mais j'adore. J'ai envie Il de y a, faire Halloween avec il y a un eux. petit DJ. Il y a un DJ qui est là Il y a- pour 2 secondes, qui fait super fun et il s'en va, tu vois, on sait pas pourquoi. J'adore. Il y a un lore dans l'émission et je sens vraiment une telle débrouille là-dedans que ça rend le film hyper charmant, je trouve. Ça le rend super fun et en plus il est plutôt généreux en gore pour un film qui a coûté, on le rappelle, 150 000, 160 000. Ça coûte super cher les SFX gore. Je rebondis sur ce que disait Amélie dans l'épisode sur Terrifier qu'on avait fait. Terrifier 1, c'était 35 000 $ et il y avait un corps qui se coupait en deux, c'était fou. Et dans Slashers, il y a des tonnes et des tonnes de décapitations, de têtes coupées, de sang qui gicle, plein de trucs. Et pour le budget qu'ils ont eu, bah, je me dis, il y a quand même un art de la débrouille, quoi, vraiment. Et le film ne bouge jamais sa caméra pour cacher le truc. Il y a des raccords cache-misère, mais tout ce qui est gore, par contre, bah, tu t'en prends plein la gueule, je trouve, même si c'est un peu plastique à droite à gauche, accentué par le fait que maintenant le film, il existe en haute définition, malheureusement. C'est pas un film qui était fait pour être vu en HD. Non. Moi, j'ai vu le Blu-ray RIP, et non, c'est un film qui est fait pour le DVD de l'époque. Vraiment 480p max, quoi. Après, même si les décors sont pas incroyables, moi je trouve que c'est un peu fascinant de découvrir les différents univers. Et à l'époque, j'avais Mais oui. trop kiffé quand ils se mettaient dans la baraque, dans la cabane, et quand t'apprends les règles aussi. En mode là, c'est en pause, plus personne peut bouger. Tu sais, il y a un truc hyper ludique quand même qui marche très bien. Ouais, je suis d'accord. Mais oui, et t'as un montage au début du film où tu vois plein d'autres boogeymen, tu vois plein d'autres décors, tu vois plein d'autres survivants, de gens qui meurent et tout. Et moi, je me dis, putain, j'en boufferais bien une saison. Comme un gros sadique, tu vois. Version Takashi's Castle, version gore. Et je me dis, il y a un vrai concept. Et je suis trop déçu qu'ils aient pas eu plus de moyens pour faire une suite ou en faire un deuxième, ou que personne ait voulu reprendre un concept similaire plus tard pour faire un film de ce genre-là. Bah, y a Vas-y, tu vois le non. réal après, demande-lui les droits. Vas-y. Oui, c'est vrai, je vais lui demander. Il y a, On peut faire un remake avec nous 6. il y a Alive. Bon, c'est pas le même concept, mais... C'est du jeu vidéo, ouais, c'est... Non, C'est un Alive, peu- c'est un jeu télé où il joue à la roulette russe. Ah, Ah, je confonds avec Alive, avec le mec qui joue Malcolm in the Middle. Oui, je Ah vois. non, non. Il y a un C'est jeu pas vidéo qui Alive, tue les ça gens. c'est. Stay Alive, Stay Alive, oui. autant pour moi. Non, il y a une télé-réalité qui existe où le but c'était de trouver la future Scream Queen pour la franchise Saw. Il y a 2 saisons et du coup elles font plein de trucs d'horreur et tout et c'est trop bien. Ça s'appelle Scream Queen. Ah, c'est cool ça. C'est sur Tubi. Je connais pas. C'est trop bien. Il y a 2 saisons mais c'est pas, ça a jamais été dispo en France, mais que ça puisse exister, ça me fascine. Ça nourrit mon petit cœur. Oui, mais pareil, je sais pas si vous vous souvenez de Project Greenlight, qui était une émission avec Ben Affleck, Wes Craven et plein d'autres gros noms de l'horreur qui finançaient un film d'horreur par Trop un... bien. C'était par John Coolager. Bah, tu t'aimes pas ce film, mais c'est Fist. Fist, 2005, avec des créatures qui attaquent un bar. Ah, Et Eric Dane, d'ailleurs, qui joue le héros qui meurt au début du film. Ils ont financé cette merde. Bah, bien sûr, mais Fist, vous aimez pas, Ah, mais Fist, ça a été un petit choc à mais l'époque. moi j'aime bien Fish. Mais c'est chambé, Fist, hein. Bah ouais. T'es la seule qui aime pas. What? Il y a eu un concours pour cette Il y a pas eu de daube. concours, mais il y a eu une émission autour du film, et ils en ont fait une sorte d'émission où tu voyais tout le making-of et tout, et tu voyais Ben Affleck, Craven qui pitchait, qui aidait le réal, etc. Ouais, putain. Voilà. Euh, Bah, non, mais t'aimes bien faire genre que Wes Craven, il a fait que des bons trucs. Non, je fais pas Faut genre. arrêter. Juste, je suis au courant quand il a fait de la merde, mais ça, je savais pas qu'il avait contribué à Fist, tu vois. petit erratum. Alors, le film auquel je pensais s'appelle Live et pas Alive. Et c'est avec Eva Mendes. Voilà. Enfin voilà, on divague là sur les années 2000, ça pourrait faire un épisode de 5 heures tellement il y a de films à citer. Mais moi, je suis clairement Team Lily, j'adore Slashers, et je suis content d'avoir pu le placer, alors que j'ai découvert sur le tard, j'ai découvert en DVD en 2024, Ah au ouais. vieux OCD en bas de chez moi. Non. En fait,
je fouille dans le bac de DVD, déjà un peu poussiéreux d'OCD, tu vois, et je sors Slashers. Et je vois la jaquette, et là, t'as le flashback, justement, de moi au marchand de journaux qui voit ce DVD à l'époque. Et je me souviens d'un pote qui m'avait dit, mec, ça, je l'ai vu. C'est incroyable, c'est super gore, on sait pas qui c'est qui survit, c'est trop bien. Et en fait, j'ai jamais pu voir le film à l'époque, parce que ma mère a vu Je me doutais la qu'elle allait jaquette, elle a sortir fait... ta mère. Non. à chaque fois. Ouais, bien sûr. Toujours. Eh ben, toujours. elle a pas dit oui, je suis étonnée. Non, elle est bizarre, Patricia. Hein. Ça dépend vraiment du mood. Et le film a une jaquette tape à l'œil qui met vraiment l'accent Oui. sur le gore, le côté Oui. choc et tout. Oui, oui. Donc elle a dû se dire. Ça se trouve, non, elle il a était 12 comme ans, moi, elle a Pépère, cru on que va c'était pas un porno, trauma. hein. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc voilà. Et la jaquette m'a rappelé ça, m'a débloqué ce souvenir. Donc j'ai exorcisé ça et ça faisait du bien. Et je regrette pas parce que c'est un film qui est super généreux, qui est super fun et qui a pas beaucoup, mais qui tente quand même beaucoup plus de choses que des films du genre comptent 2 fois plus en termes de budget. Donc moi je pousse les gens quand même à aller le voir si vous pouvez le trouver. C'est un DVD que vous avez à 1€ sur Vinted. Hein. Franchement, faites-vous plaisir. Il existe en Blu-ray aux USA, mais je crois que c'est un Blu-ray toute zone chez Terror Vision. Un Blu-ray plein de bonus qui vous coûtera seulement 50€ avec les frais de port. Là, c'est vous qui choisissez. Alors qu'il se trouve en DVD. Ouais, hein, c'est pour triste rien sans la du VF. tout. Honnêtement, sans la VF, Ouais. ça enlève de son charme. Il y a pas la VF et le DVD, c'est le support net. Enfin, c'est C'est son environnement naturel. ouais, voilà, exactement. Après, moi, vous trouvez la VF chelou, mais moi, je la trouve tout à fait cohérente avec le film, en fait. Ah non, mais je Ah la trouve oui, pas je chelou. qu'on dirait- Ah oui, bien ouais, sûr, que C'est bien ce sûr. qu'il faut, ouais. Si c'était sous-joué, ça aurait été nul. On dirait, tu sais, moi, ce que j'appelle fausses VF. Tu sais, quand Du voice-over. Voilà, voice-over, merci. On dirait vraiment les voice-over des émissions de télé américaines, genre Next. Oh ouais. Oui. Next, Franchement, ils auraient pu ça fait vachement le doublage faire, de Next. Voilà. S'ils avaient fait le film en voice-over et pas en le doublant, ça aurait pu être intéressant aussi. Ça aurait pu grave. être grave cool. Ça aurait été En trop vrai. Oh, drôle. ça aurait été fou. Concept de dingue. De voir les tueurs débarquer Oui. avec, comme quand il descend les marches dans Next. Tu sais, ça aurait été fou. Franchement, on dirait- Avec Moi, une petite description. Moi, j'adore Ah ouais. les tapas mexicains et me brosser les dents avec de la javel. Et tu sais, t'as des plans de Dr. Reaper qui est en train de se brosser les dents avec son masque. Oh, ça aurait été Ah fou. ouais, ça aurait été Bref. incroyable. Voilà pour Slashers. Est-ce que vous avez... Slashers. Oh là 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 là, Romain. Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on passe à l'interview, les filles? Non, moi j'aimerais juste faire une soirée d'Halloween dans les décors de ce film, c'est tout. Oh, tu vas Voilà. à la Jiffy en octobre, tu l'as ton décor, t'inquiète pas. On va au laser tag. Transition vers l'arrivée de Maurice Devro. Merci Boris. Merci. pour ce film. Merci Merci, Maurice. Maurice. Merci beaucoup. Maurice, comment ça va? Ah ben, merci de m'avoir et de discuter. Ça va être très, très intéressant. En passant, je ne sais pas si vous êtes au courant que Slashers et d'ailleurs mes autres films aussi sont ressortis en Blu-ray remasterisés par une compagnie américaine. Terror Vision. Oui, exact. Oui. Et la qualité est vraiment nettement supérieure à ce qui avait été disponible avant partout dans le monde, en France aussi. So, donc, la différence est vraiment étonnante. Mais même pour vous, ça vous a fait bizarre de les revoir comme ça en haute définition? Ah, écoute, même moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Parce que, tu sais, il faut dire que quand le mastering avait été fait au début des années 2000, la technologie HD était même pas au point encore. Puis, il y avait juste eu une version, je ne sais pas comment appeler, c'était non HD. Et en plus, c'était pas dans le bon frame rate, Ah, oui. la cadence d'image. Oui. la cadence d'image. Et ça faisait que le film avait l'air un peu plus, comme on dirait en bon québécois, un peu plus cheap. Parce que ça lui donnait un look tourné en vidéo plus que la nouvelle version qui a l'air, qui a plus une facture film qui a été retrouvée. Mais voilà. Et vous préférez laquelle, du coup? Ah ben la dernière, le dernière. remasterizing. Logique, hein, mais au cas où. Oui, il n'y a aucune comparaison. Là. Comme nous, on a grandi avec le DVD, en fait, ça nous a fait bizarre. Quand Ouais, j'ai vu la ouais, bande-annonce, j'ai vu la bande-annonce du Blu-ray qui utilise des images remasterisées en haute définition. Ça fait très bizarre de le revoir comme ça aussi net.
Parce que le ouais. DVD, on l'a depuis des années, nous, en France, et ça fait... Tu redécouvres le film. Et surtout, nous, on n'a pas de Blu-ray en France. Il n'y a pas de Oui. Blu-ray encore en France. Non, on l'a pas. Ah Non, oui, On l'a pas. non, il n'est pas ben, sorti en France encore. ouais. Je pense qu'il est sorti peut-être en Allemagne ou en. J'ai vu passer quelques autres pochettes assez belles d'ailleurs pour d'autres pays européens. Mm. Mais je ne suis pas au courant exactement de qu'est-ce qu'il y a sur les Blu-ray. Mais celle de TerrorVision est approuvée. Ah oui, ils font du très bon taf aussi. Voilà. Et pour Ouais. revenir à l'origine de tout ça, on va revenir bien dans le passé. C'était quoi votre rapport au cinéma d'horreur avant de devenir réalisateur, avant Blood Symbol, avant Slashers, avant tout ça? Oh mon Dieu. Ben, c'est sûr que je devine comme vous trois, tu sais, depuis que je suis gamin, je trippe sur les films d'horreur. Trippe. Ça, c'est une expression québécoise là, que j'adore. Ben, j'adore en fait tous les genres de films, mais le cinéma d'horreur avait une place très spéciale chez moi et des films, bien sûr, quand tu es jeune, puis tu vois L'Exorciste, The Thing, L'Invasion des profanateurs, les deux versions d'ailleurs, celle de Kaufman et de Oui. Siegel, puis, les films d'Argento. On peut continuer longtemps, les films de Sam Raimi, les Evil Dead. Halloween, John Carpenter, Romero, Night of Tous les classiques. Nuit des morts vivants. En fait, c'était quand les VHS ont commencé à être disponibles pour moi. Littéralement, j'allais au club vidéo et je revenais avec comme 10 cassettes de tous les films dont j'avais lu dans Mad Movies et dans Fangoria et tout ça que j'avais jamais vu. Et là, c'était un après l'autre tout le temps. Donc, je suis sûr que c'est très commun à vous aussi, mais Oui. c'est ça. C'était un grand plaisir de. Tu sais, c'est sûr que oui, dans le cinéma d'horreur a souvent mauvaise réputation, mais ceux qui aiment ça, qui n'ont pas un préjugé, savent que parmi beaucoup de séries Z et de merde, il y a des chefs-d'œuvre. Le premier Texas Chainsaw Massacre, à tous les niveaux, c'est un chef-d'œuvre. Cinématographiquement, au niveau du montage, de la bande sonore, tout. C'est un grand, grand film, tout court. Mais c'est ça. Mais certaines personnes qui n'aiment pas avoir peur ou la violence ou etc. vont tout de suite dire ah ben non, c'est pas. Il ne mettra pas dans les sur la même tablette que des grands films de Kubrick ou de d'autres, là, mais un peu de mépris sur ce genre. Oui, peut-être moins en France, mais ici au Québec, il y a un énorme mépris pour le cinéma de genre. En France aussi, il y a toujours un léger mépris. Oui. Quand même, ça reste. Alors, c'est plus accepté maintenant, mais même au Canada, même aux USA, il y a des films qui ont percé dans le mainstream. Toujours une sorte de mépris et une sorte de c'est un peu du sous-cinéma. C'est du sous-cinéma pour beaucoup. Ici, on dit c'est du snobisme. Là, oui, voilà, exactement. Et en fait, ici au Québec, pendant longtemps, il y avait comme c'était très drôle. On avait un système de cotes pour les films qui étaient dans les guides de télévision. Là, comme genre, si tu regardais, OK, vendredi, qu'est-ce qui joue? Et là, tu avais tel film, puis il y avait un petit synopsis et une cote qui était de 1 à 7. Et la majorité des films d'horreur étaient toujours 6 ou 7, qui voulait dire minable et complètement, même des grands classiques comme La Nuit des morts vivants. Ça a même pris, ici à Montréal, on a un festival qui s'appelle Fantasia, qui est un très, très, très bon festival de tout genre, mais qui a une grande place pour l'horreur. Et eux ont pétitionné pour certains grands films de changer ces cotes-là parce que ça n'avait aucun sens qu'un film comme La Nuit des morts vivants soit coté 7, sur la pire cote. Après des années, effectivement, là, ils l'ont ramené à 4, qui est déjà passé haut à mon avis, mais déjà mieux. Mais c'est pour dire que ça date pas d'hier, ce genre de snobisme vers les chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur. Voilà.
Comment est venu à vous, ou comment avez-vous mené le projet Slashers, du coup? J'avais écrit le scénario et mon film précédent qui s'appelait La Dame du Lac, j'avais entrepris des pourparlers avec une compagnie de distribution montréalaise et pendant que ça, parallèlement à ça, ben, je leur avais présenté le scénario et ils étaient intéressés. euh, pour le mieux et pour le pire, parce que ça s'est très, très, très mal passé avec eux. Mais finalement, c'est ça. C'est à travers eux que finalement, j'ai eu une partie du budget que j'étais supposé avoir et une partie du temps. Parce que je ne sais pas si vous aviez écouté le commentaire sur le DVD en anglais, là, mais j'en parle peut-être, j'en parlais peut-être, mais Il n'y a pas le commentaire, j'ai je eu crois. très, très, très peu de temps pour faire le film. C'était quand on m'est arrivé, on m'a dit voilà, tu as un quart du budget qu'on t'avait promis et il faut que le film soit livré en 3 mois. Ça, Hum. c'est avant casting, avant pré-production. Tu sais, en T'avais trois juste un mois. scénario. Hein? ouais. T'avais juste un scénario. Oui. Ah, la Pas, vache. pas de location, pas de comédien, rien de préparé. Puis c'était une offre, où tu le prends, ou on te flanque là, puis on va te remplacer. Je doute que si j'avais pas accepté, le film ne serait jamais fait, là, mais bon. Mais voilà, donc le film a démarré peut-être dans les pires conditions possibles, mais c'est ça. Ah, C'est avec un budget de 150 000, c'est ça? Dollars? un De l'époque? Canadien qui veut dire pour vous peut-être 32 euros et demi. Et, et justement, vous avez cité votre film d'avant, donc La Dame du Lac, et vous avez fait d'autres films d'horreur avant Slashers. J'ai cité tout à Oui, l'heure Blood Symbol, qui a été un oui, film qui a eu aussi une production un peu compliquée, un peu longue, on en oui. reparlera. Mais c'est aussi des films qui lorgnent plus vers le fantastique, plus vers le mystique, etc. Par contre, Slashers, c'est un film qui est beaucoup plus terre à terre, qui va vers le slasher. Qu'est-ce qui vous a inspiré quand vous avez écrit le scénario? C'est sûr qu'au moment que j'écrivais le scénario, c'était le début de ce on pourrait appeler les programmes de télé-réalité comme Mmh. Survivor, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, Ouais, mais si, ouais. cette vague-là commençait et je trouvais vraiment que, ah tiens, euh, c'est ça m'a inspiré que justement que c'est ça. Si on enlevait quelques règles et on allait plus loin dans quelques années, ben, une émission comme Slashers pourrait Mhm. effectivement exister, là, parce que, tu sais, faut pas oublier que même dans des combats de boxe, il y a eu des décès. Oui. 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 Il y a, ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé à plusieurs reprises où un combattant est décédé dans le ring. Et l'autre combattant n'est pas condamné pour meurtre. Là. Ça fait partie des risques de ce sport. Donc, la ligne entre ça et une émission dite de sport où ce que des gens pourraient mourir n'est pas nécessairement impossible. Et de toute façon, dans l'histoire du cinéma et de la littérature, il y avait déjà euh, d'autres choses qui avaient traité le sujet. Là, si on peut parler de Stephen King avec Running Man et même un film français. Le, Le prix du danger. le- Le prix Oui. du oui, danger, ouais. Ouais. exact. Mais une des différences dans ces projets-là, c'était que les participants, c'était pas volontaire. Dans le cas de Running Man, c'était des prisonniers qu'on forçait. Et dans le prix du danger, je me souviens plus exactement, mais pour moi, c'était ah ben non, si ça existait une émission comme ça avec des bourses d'argent énormes, il y a des gens qui participeraient de plein gré. Et je trouvais que ça apportait un côté psychologique des motivations des personnages différent Mhm. de simplement on forçait des gens à être dans un jeu de la mort là, Hmm. qui parce que c'est ça change complètement l'enjeu pour les gens qui sont dans le jeu. C'est ça. Ouais.
Bien sûr. Je ne sais pas si je suis le premier à avoir fait cette nuance-là, parce que il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'avais comme copié le film japonais Battle Royale. Mais en fait, j'étais en production, le film n'était jamais encore sorti ici à Montréal, je ne l'avais pas vu, mais même dans le cas de Battle Royale, c'est pas volontaire. Ils sont forcés de. C'est ça. Voilà. Je voulais rebondir sur la télé-réalité, donc qui était naissante, comme vous le disiez, donc au moment de la sortie de votre film. Mais du coup, parce que c'était des formats qui étaient très critiqués au début, est-ce que vous souhaitiez participer à la critique avec Slasher, ou est-ce que c'était juste un moyen de vous amuser avec votre concept de course à la mort? Disons qu'un peu des deux, parce que c'est certain que j'en avais écouté quelques-unes des émissions, parce que c'est ça, mais je me souviens sur YouTube, j'avais vu aussi des extraits de certaines émissions japonaises qui allaient plus loin dans l'humiliation et des gens sans dire qu'ils se faisaient torturer, mais presque, et tout ça dans le cadre pour être un divertissement. Et ça m'inquiétait un peu que justement le déboulement de ça. Et donc, oui, je pourrais dire que c'est moitié-moitié, parce que c'est sûr que il y a une part critique dans le film, mais il y a aussi une part que c'est sûr qu'on joue avec aussi les codes de l'horreur et les codes des films de slasher. Le film est quand même fait pour amuser et divertir et non pas juste être hey, voici un message. C'est là, mais c'est vraiment c'est un sous-texte. C'est quand même c'est ça, voilà. Justement, vous parliez des émissions japonaises que vous avez vues sur YouTube. On s'est posé la question quand on a parlé du film dans le podcast de pourquoi l'émission était une émission japonaise. Est-ce que c'est parce que vous aviez vu des émissions complètement what the fuck et du coup ça vous paraissait Exact. hyper Oui. propice à ça? C'est exactement ça. En fait, le Japon ont souvent cette tendance à être si tout le monde est à 10, eux, ils vont à 13 sur une échelle de 10, dans le sens, ils vont souvent beaucoup plus loin dans plein de choses. Pour le mieux et pour le pire, là, il y en a qui diront. Mais justement, je m'étais dit, ah ben tiens, ce côté-là que si c'était au Japon, ça irait plus loin, et aussi tout ce côté-là de un peu d'avoir une hôtesse là, toute gentille. Et je trouvais que ça marchait bien avec le contexte japonais, mais effectivement, ça aurait pu être ailleurs, mais le Japon est tellement coloré à plein de niveaux que je me disais, c'est ça. Et ça donne une vraie identité au film aussi. Ça change un peu. Votre film s'appelle Slashers et je voulais savoir, c'est quoi votre rapport au sous-genre de l'horreur qu'est le slasher, justement? À part quelques-uns, je dirais que c'est pas nécessairement dans l'horreur. Il y en a quelques-uns que j'adore, là, comme le premier Halloween de Carpenter, Black Christmas, peut-être le Bava qui est connu sur comme 12 titres différents, là, mais Twitch of the Death Nerve en est un. C'en est un qui a inspiré la plupart des meurtres de Vendredi 13. Là. Ils sont presque identiques, mais le film date de 73. Mais généralement, je suis moins fan de toutes les copies pâles de Halloween. Là. C'est ça. Si j'étais pour nommer peut-être 50 de mes films d'horreur favoris, il y aurait juste quelques-uns qu'on pourrait vraiment strictement mettre dans la catégorie de slasher. Mais Halloween, c'est le premier. C'est magnifique. Vous en regardez encore des slashers? Des slashers? Écoute, je regarde encore un peu de tout, là, mais c'est certain que il faut vraiment, tu sais, quand on en a vu des centaines et des centaines, il faut vraiment le film ait une réputation ou un ami qu'on aime ses goûts qui nous disent « Oh, faut que tu vois celui-là », tu sais, parce que sinon, c'est comme, wow,
De voir un autre tueur qui découpe des jeunes filles, c'est comme c'est pas nécessairement ce que je vais rechercher le plus pour regarder. Tu sais, je vais être beaucoup plus fan, disons, dans les dernières années d'un film comme It Follows, que j'ai Oui. aucune idée Oui. en France comment ça s'appelait. Là. It It follows. follows. It Follows. Ok, c'est ça. On n'a pas traduit En le fait, titre. ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Il y a encore, je trouve, des grands films d'horreur qui se font, mais c'est ça. Mais j'ai pas vu comme les Terrifier et tout ça. Là. J'ai entendu quand même quelques bons commentaires, mais pas assez pour me dire on va se C'est un faire une piège. soirée puis on va l'écouter, mais c'est C'est peut-être un moi piège, qui Maurice. manque. N'y va pas. Non. Oui, non, De quoi? non. C'est un piège. C'est un Très piège. bien, N'y va pas. d'ailleurs. Surtout le Et bien sûr, tous les remakes et les suites. Euh, c'est tellement drôle. S'il y avait encore des clubs vidéo aujourd'hui, si quelqu'un allait au club, il disait je voudrais voir. Hey, t'as-tu le film Halloween? Le commis au comptoir, il serait comme celui de 78 de Carpenter ou celui comment c'est, Rob Zombie ou celui de l'autre. Il y a comme 8 films qui vont avoir le titre Halloween. Là, le gars va dire ben, le plus récent, là. Votre film, Slasher, c'est devenu un film culte. Est-ce que vous avez connaissance de la réputation de votre film? Et si oui, comment est-ce que vous la vivez? Est-ce que vous en êtes heureux? Ah, ben c'est certain que, tu sais, quand on fait un film, c'est certain qu'on veut qu'il plaise au plus de gens possible, là, c'est sûr. Et le fait d'être en train d'en parler des années plus tard, ça fait quand même un velours parce que faut pas se leurrer. Beaucoup de films faits la même année que Slashers, personne n'en parle aujourd'hui. Personne. Il y en a beaucoup qui sont dans l'oubli total. Là. Totalement. Donc, peu importe les raisons, même si pour certains gens, comme je disais, qui aiment se marrer en regardant le film ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Le fait est que ça a touché une corde pour demeurer vivant chez certaines personnes et ça fait plaisir parce que c'est sûr que on veut faire même si c'est à une toute petite échelle, faire quelque chose qui, tiens, il n'est pas parfait, il y a plein de défauts, il y a plein de ci, il y a plein de ça, mais il est quand même mémorable pour une couple de raisons. Puis ça, c'est le fun. Oui. On dit en québécois, c'est le fun. Il est tellement mémorable qu'il y a beaucoup d'internautes ou de fans de films d'horreur qui aimeraient bien une suite. Est-ce que ça vous ferait envie? Malheureusement, comme j'avais un peu abordé au début, l'historique de la production a été très trouble. Beaucoup de gens au niveau on nommera pas de nom, mais ça s'est très mal passé. Donc, les droits ne m'appartiennent plus. Donc, même si j'avais eu des chances de pouvoir faire une suite, j'en avais pas vraiment le droit. Et donc, c'est pour ça que malheureusement, c'est pas une possibilité. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un va arriver avec une valise pleine d'argent aux ayants droit, puis va acheter les droits pour faire un remake ou un reboot, puis c'est ça. Là, mais moi, je ne serais pas impliqué, malheureusement. Là, mais c'est ça. Voilà. Il avait eu une sortie en salle à l'époque, le film, chez vous? Non, en fait, une mini-sortie à peine dans un cinéma de répertoire, là, mais on parle juste de peut-être une vingtaine de soirs là, qui étaient c'était une toute petite sortie. Une sortie confidentielle, ouais. Mais il a quand même joué beaucoup de festivals, mais c'est ça. Mais c'est sûr que même à cette époque-là, pour qu'un film puisse vraiment sortir en salle, c'est quand même rare là, pour des films à petit budget, etc. Là. Ça arrive, là, on le sait, avec les Blair Witch, etc. Mais les gens vont prendre ce film-là, mais ils ne se rendent pas compte à quel point que ça, c'est une rareté et l'exception à la règle
pour chaque Blair Witch, la même année, il y avait peut-être 700, 800 ou même 1000 films sortis directement en DVD ou en vidéo qui n'ont jamais vu une salle de leur vie. Là. Tu sais, Totalement, ouais. c'est ça. Et au niveau du tournage, vous avez dit que c'était un tournage qui était extrêmement rapide et intense parce qu'il y a eu 3 mois pour la production. Comment ça s'est passé pour vous sur le plateau? Comment vous souvenez de ce tournage? Malheureusement, mes ambitions étaient plus grandes que mes moyens et le temps que j'avais, dans le sens que l'idée folle d'avoir voulu faire des longs plans séquences était vraiment, c'est comme si je me tirais dans le pied parce que un de mes, si je pourrais dire, tu sais, j'ai fait beaucoup de montage dans ma vie et je me débrouille assez bien en montage. Et là, je m'enlevais une des armes principales pour pouvoir camoufler des erreurs, améliorer des performances, quoi que ce soit. Le montage, c'est un outil essentiel et de tenter de faire ce que j'ai voulu faire dans les circonstances que je les ai fait sans cet outil-là était vraiment casse-gueule et ça explique en grosse partie beaucoup des failles du film. C'était à cause de ce choix-là. Ben, en même temps, c'est sûr que ça donne au film un cachet un peu différent parce qu'il y a carrément des longs plans séquences. Et d'ailleurs, la version sans aucune coupure n'aura jamais été vue vraiment parce que elle durait 2h15 et c'était un plan séquence complet coupé en blocs de 10 minutes. OK. Ouais. Mais avec ce qu'on pourrait appeler une coupure magique, genre un panneau noir et ça continue du noir et ça pannait, mais il a fallu que je rende le film, je diminue la durée du film et là, il a fallu que je rajoute des coupures avec des lumières qui clignotent qui n'étaient pas là au début et tout ça pour ramener le film de 2h15 à 99 minutes. Est-ce que c'est ce montage-là qui avait été diffusé à Fantasia, justement? En fait, à Fantasia, c'était un entre-deux. La version de 2h15, personne ne l'a jamais vue. Elle a en fait jamais été finie. Il y avait eu une version de 2 heures qui avait été montrée à Fantasia et qui est aussi en bonus sur le Blu-ray de Terror Vision. Il y a les deux versions. OK. Mais je préfère la version de 99 minutes, malgré tout. Et vous avez des souvenirs de scènes coupées qu'on n'a pas vues? Oui, en fait, rien de vraiment mémorable. C'était plus de dialogues qui finalement étaient des choses qui avaient déjà été abordées dans d'autres scènes et qui apportaient pas vraiment énormément de plus. Et c'était bon qu'ils soient coupés. Là. Je trouve pas qu'aucune des scènes manquantes. En fait, il faut dire, il n'y a rien qui est coupé qui est du gore extra ou de quoi de mémorable. C'est vraiment juste des scènes de dialogue beaucoup plus longues et ce qui n'était pas nécessairement la force du film pour commencer, d'en enlever beaucoup aide le film. Donc, je recommande quand même d'écouter la version plus courte de 99 minutes. Mais du coup, si c'était prévu comme en plan séquence, au départ, est-ce que vous aviez donné quelques pitchs à vos acteurs et actrices et après il y avait beaucoup d'impro ou est-ce que tout était écrit? En fait, le scénario était complètement déterminé et le fait que, les comédiens, ils faisaient leur possible, mais comme j'expliquais, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le casting. J'avais pas les moyens financiers pour engager des comédiens de métier, des professionnels. Il fallait que ça soit des gens qui n'étaient pas dans aucune union professionnelle. Donc, en partant, le bassin de comédiens à qui j'avais accès était plus du côté des débutants et qu'il y en a qui se débrouillent quand même très bien, mais c'est sûr que là, on n'avait pas beaucoup de temps pour le tournage, donc il n'y avait pas vraiment d'improvisation parce que de toute façon, tout fallait que ça soit chorégraphié avec l'opérateur de la Steadicam, les mouvements, tout ça. Si quelqu'un divaguait du texte, ça aurait causé encore plus de chaos.
Donc, on s'en tenait au texte, mais c'est certain que les performances, j'aurais grandement amélioré les performances des comédiens si j'avais pu choisir les meilleurs. Parce que imagine que si on faisait un plan séquence de 10 minutes et on faisait 10 prises, ben peut-être que tel comédien dans la prise 3, il était excellent, mais tel autre comédien était moins bon. Ah bah oui, bien sûr. Chaque prise avait des variations dans le jeu et il n'y avait aucune prise vraiment parfaite. Mais si ça avait été tourné de façon traditionnelle avec du montage, ben toutes les performances auraient été améliorées parce que j'aurais pris les meilleurs bouts de chaque prise comme un film normal. Donc, je me suis toujours excusé à mes comédiens d'avoir été têtus, d'avoir voulu faire ce défi-là des plans séquences, mais c'est ça, c'est à ne pas recommander sur un petit. Et justement, si vous devriez faire Slashers aujourd'hui avec vos connaissances sur la télé-réalité, sur le tournage, le montage, tout ça, ça donnerait quoi? En fait, je dirais que ça serait peut-être un mélange de plans séquences, mais aussi de multicaméras, de drones, de plein de. En fait, ça faisait un peu partie de mon idée initiale puis on le voit très peu dans le film, mais ils sont là. Il y a des caméras qui sont des fois dans les corridors parce que ce qu'on voit dans la version de Slashers que j'ai fait, c'est comme si c'était juste le point de vue d'un caméraman, mais le spectateur à la maison, lui, il verrait d'autres angles et d'autres prises de vue parce qu'il y avait des caméras un peu partout. C'est sûr que si j'avais à refaire le film, j'ai sorti l'idée d'un plan de mon système. Je ferais de quoi de plus conventionnel, si on veut, avec des multicaméras, etc. et tout ça. Mais le sujet reste encore un sujet pertinent, c'est ça. Donc, mais il ne serait pas tout en de longs plans séquences. Ouais, je réagis en live, mais oui, surtout que le sujet de la télé-réalité et les émissions de télé un peu loufoques, elles ont continué à exister. Et ça a beaucoup changé en termes de langage visuel. Oui. Et je vais citer un des plus gros youtubeurs du monde, je sais pas si vous connaissez Maurice, MrBeast, qui fait des télé-réalités de plus en plus extrêmes, où il met en scène des pauvres qui font des activités de plus en plus dangereuses pour avoir de l'argent. Ils vont pas jusqu'à se faire pourchasser par Dr. Ripper ou par Chan Sochari. Ouais, je n'ai entendu parler, j'ai jamais écouté même une seconde de lui, mais même avant, il y avait eu aussi, même en vidéo, il y avait ce qu'on appelait des vidéos, il appelait ça des bagarres d'itinérants ou de SDF. Oui. Il y avait, en anglais, il appelait ça des bum fights. Il prenait les plus pauvres, il trouvait des pauvres là, qui étaient mal en point, drogués, saoulés, etc. Et on leur offrait de l'argent pour se battre, puis on les filmait. Puis ils sortaient des cassettes avec ça, et ça, je trouvais ça épouvantable, là, parce que justement, c'était comme une étape encore de plus qui nous ramènerait à des combats de mort. Là, donc, ouais, non, j'ai aucun intérêt pour ça, là, même si. Il faut toujours faire la part des choses entre ce qu'on peut faire comme fiction et nos intérêts en tant que personne Bien humaine. Bien Et sûr. beaucoup de gens, ils ne comprennent pas ça. Des fois, ils vont, ils vont dire « Ah, tu fais des films d'horreur », puis ils vont vouloir te montrer comme un vrai accident de voiture ou ci ou ça. J'ai aucun intérêt à ça. C'est ça, il y a une très grande différence entre la fiction où personne est blessé, personne et la réalité. Donc, voilà. Dans la réalité, j'aime les chatons. Et justement, alors maintenant, on est 25 ans après la sortie de Slashers, ce qui nous rajeunit pas tous. Vous avez fait pas que du cinéma, parce que là, je vois aussi que vous travaillez sur de la bande dessinée. Je vois que vous avez fait plein de choses. Vous avez une longue carrière et d'autres films, évidemment. End of the Line, on l'a cité. Comment vous voyez Slashers maintenant avec le recul dans votre carrière? Ben, comme j'ai dit un peu tantôt, c'est sûr que je suis conscient de ses défauts. Et une partie de ces défauts-là sont de ma propre faute due à
d'être têtu d'avoir voulu faire le film en plan séquence, et aussi d'autres, les circonstances que j'avais pas de temps, parce que faut pas oublier que quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux te rattraper si tu as beaucoup de temps. Evil Dead, le premier, n'avait pas beaucoup d'argent, mais ils ont tourné pendant 140 jours de tournage. Ouais. C'est énorme. Donc, quand on voit les plans absolument fabuleux qu'ils ont fait, ben, c'est parce que ça se fait pas. Tu peux pas tourner le premier Evil Dead en 15 jours. C'est impossible. Ouais, C'est impossible. Même avec une équipe professionnelle et tout l'argent c'est impossible. Ça prend du temps. Donc, dans mon cas, pour Slashers, comme on m'avait donné ni argent, ni temps, c'était deux choses qui faisaient que le défi était presque perdu d'avance pour arriver à quelque chose qui est de grande qualité. Là. Mais bon, en même temps, le film a quand même trouvé des fans, ce qui est quand même un testament à que l'idée de base était bonne et malgré ses failles, les gens peuvent voir au-dessus et trouver quand même un certain plaisir en se disant « Ah ben non, il y a quelque chose là, il y a quand même quelque chose là. » Qui, comme on dit, pour beaucoup, beaucoup de films qui sont oubliés, ben c'est déjà de quoi que je suis quand même content. Et c'est ça. Mais c'est certain que dans ma filmographie, mon dernier film, End of the Line, pour moi, est le seul qui approchait, même si c'était quand même un film à petit budget, mais c'était le seul qui approchait. Ah, j'avais presque réussi ce que j'avais en tête. Presque. Et que j'espérais là, ah oui, le prochain serait mais malheureusement, il n'y a pas eu de prochain, mais ça c'est. Après, voilà. End of the Line, il est bien. End of the Line, moi, je l'aime bien aussi. Ouais. Non, mais Ouais. On vous parle de slashers souvent? Ben, en fait, je sors pas beaucoup, donc non, mais disons que les occasions arrivent pas souvent, mais en fait, c'est ça. Le fait que le film vient de ressortir, ben, c'est certain qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui l'auront jamais vu qui vont le voir. Puis si jamais je les croisais à un festival ou quelque chose, il y en a peut-être qui me poseraient des questions, là, mais c'est ça. Non, c'est pas un sujet qu'on aborde tous les jours, là, mais voilà. C'est vrai que ça nous étonne parce que, pardon Lily, parce que Vas-y, nous en vas-y. France, c'est un film qui est relativement culte qu'on a pu découvrir grâce soit au vidéoclub, soit dans les marchands de presse, tabac qui avaient le film. Et du coup, pour nous, c'est toujours resté un petit peu un objet étrange dans les slashers ou dans les films d'horreur qui sont sortis. Donc c'est étonnant que, enfin voilà, c'est étonnant pour nous que ça soit pas un film qui ressorte plus souvent. Bon, ben, Euh, voilà. Je voulais revenir sur le design, donc les costumes des trois tueurs dans le film. Mhm. On sent qu'il y a une inspiration horrifique derrière. C'était lesquels pour vous? Ben, en fait, c'est sûr qu'ils sont presque tous un amalgame de plein Mm. de slashers plus connus, là, si on veut que ça soit Leatherface et le docteur avec ses genres de gros ciseaux, c'est sûr que j'avais beaucoup aimé dans Exorcist 3, il y avait une scène Oui. avec des Ah ciseaux oui. comme ça, puis Oui. c'était absolument flippante. Et ça, c'est ça. Mais tu sais, ils sont vraiment comme juste un. Tu sais, je suis certain qu'avec tous les films aussi que vous avez vus, à un moment donné, ça se mélange tout. On dit, OK, qu'est-ce qui serait cool comme comme des archétypes de tueurs, de slashers pour cette émission-là. Puis j'en suis venu à ces trois-là et à quelques autres qui sont dans l'intro. D'ailleurs, personnellement, c'est peut-être la seule chose pour moi qui est parfaitement réussie, c'est la chanson de thème de Oui. l'émission Slashers. Oui. Elle est géniale. Super. Pour moi, ça, c'est la chose qui est, ça,
ça représente exactement, c'est exactement ça que je voulais. Puis que, C'est le Japon. ouais. Et d'ailleurs, le compositeur Martin Gauthier, je trouve qu'il avait fait un travail colossal là, en si peu de temps. Là. C'était fou. Et voilà. Et concernant les effets spéciaux, vous avez fait des effets spéciaux pratiques avec peu de budget. Comment vous vous en êtes sorti? Ben, en fait, j'ai été chanceux que j'avais quand même un grand maquilleur d'effets spéciaux qui travaillait sur le film, du nom de Adrien Moreau, qui était un copain de longue date qui avait travaillé sur mon premier film. Et lui, il a gagné un Oscar pour The Whale Ouais. avec Brendan Brendan Fraser. Fraser. Exact. Et il a connu une très, très, très grande carrière. Et en fait, il travaillait sur mes films presque comme. C'était plus une faveur de pote, là, parce que c'était pas pour l'argent. Là, il voulait m'encourager, puis j'en suis toujours très reconnaissant. Mais même chose pour lui. J'y devais des excuses parce que certains de ses maquillages étaient phénoménaux, mais à cause de comment qu'on tournait en long plan séquence, que l'éclairage, souvent, tu peux pas éclairer d'une façon que si tu faisais juste comme un film traditionnel avec juste un angle, faisait que des fois, les maquillages n'étaient pas à leur meilleur, que si j'avais tourné d'une façon plus traditionnelle, il y aurait eu l'air encore 1000 fois plus réaliste qu'ils sont en ce moment. Donc, c'est ça. Donc, plusieurs départements ont été un peu affectés de façon un peu négative par le choix de comment j'allais tourner les scènes. Moi, j'avais une petite question sur la nudité dans le film. Alors, il y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Est-ce que c'était uniquement pour la critique de l'audimat facile ou est-ce que c'était pour correspondre vraiment au code du film d'horreur petit budget où on rajoute un petit peu, un Ben, petit peu de choses à voir? oui, ben en fait, c'est toutes ces réponses parce que c'est fou comment que, justement, dans beaucoup de films d'horreur, d'où souvent leur réputation de films plus de série Z, etc., c'est que souvent, il y aurait des scènes de nudité qui n'étaient pas vraiment appropriées dans le scénario, qui venaient un peu de nulle part. Alors Et que là, c'est justifié quand même, hein? je trouve. Oui, dans mon Oui. cas, c'est certain que, mais dans beaucoup d'autres films d'horreur, souvent, c'est même pas justifié. Tu vois que c'était dans leur contrat, dans les premières 10 minutes, il fallait qu'il y ait de la nudité pour pouvoir vendre le film plus facilement après à l'international. D'ailleurs, un film que je me souviens qui s'appelait Luther the Geek, que j'ai aucune idée du Oui. titre en France. Ah oui. Il y avait une scène qui m'avait fait hurler de rire où tu avais comme un gars et une fille dans la cuisine et à un moment donné, ils commencent à se lancer un peu de nourriture l'un l'autre. Puis sérieux, là, il lui lance là, un petit peu là, de nourriture sur son gilet. Puis là, elle regarde ça et elle dit « Oh, regarde ce que tu as fait! Maintenant, je devrais prendre une douche! » Puis là, pow, coupe à scène de douche, fini. C'était d'un ridicule, là. C'est comme, ben là, come on, un effort! C'était un effort. Mais anyway, donc oui, la réponse c'était un commentaire sur les films de mauvais goût qui auraient de la nudité pour être de la nudité et le désir. Pourquoi qui ont ça? Ben, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui voulaient voir ça. Donc, c'est certain qu'une émission comme Slashers jouerait sur ce tableau-là. C'est certain. Donc, c'est tout à fait logique que on voudrait titiller l'audience de cette façon-là avec du sang et de la sexualité, de la nudité, etc. C'est ça. Donc, pour moi, c'est pas, ça fait partie de l'histoire et du scénario d'une façon logique et non pas juste rajouté pour être racoleur. Pour moi, ça fait partie de cet univers-là et ça a non seulement sa place, c'est
c'est un absolu, là. C'est ça. Et est-ce que vous avez des projets de long métrage à venir? J'aimerais bien ça, mais disons qu'à part d'un changement d'une situation vraiment inusitée là, ou des rencontres inespérées, ça l'a pas, ça risque pas d'arriver. Tu sais, le dernier projet que j'avais fait, c'était un énorme projet de bande dessinée Ouais. qui malheureusement, que j'ai fini d'ailleurs. C'était 12 volumes d'environ 120 pages chacun. Donc, en fait, au total, c'était presque 1400 pages. Ça, c'était une énorme fresque. Mais il y a juste les 2 premiers volumes que j'avais sortis, imprimés. Le reste, il n'existe qu'en PDF, malheureusement. Et encore une fois, hein, chaque domaine artistique a ses difficultés. Puis, je m'étais un peu lancé en BD euh, sans vraiment. C'était un projet qui était trop énorme pour essayer même de penser de le faire avec un film à petit budget. So, je me dis, je vais essayer en BD, mais finalement, c'était très difficile aussi avec beaucoup de sous impliqués quand on paye quand même les artistes et les encreurs et les coloristes et tout et tout. Mais c'est ça. C'est sûr que ce projet-là, idéalement, pour moi, ça serait devenu une série télé à la Game of Thrones, mais ça va peut-être des gens comme vous dans 25 ans qui vont le découvrir et qui, qui vont le faire. On Ouais, te on sait- réinvite dans 20 ans, tu sais, pour en Ouais. parler. Ouais, en fait, on sait jamais, hein, parce que tu sais, Game of Thrones, avant que ça devienne la série qu'on connaît à succès, oui, les romans avaient eu un certain succès, mais c'était quand même pas aussi connu Oui, culturellement que tu sais, oui. c'était plus un petit bassin niche de gens qui connaissaient ça et l'auteur, il aurait peut-être jamais même imaginé qu'un jour, ça serait comme une des plus grandes séries télé jamais faites. On peut rêver, c'est sûr que. Il s'y attendait tellement pas que maintenant il est forcé de finir le dernier livre de Oui, la c'est saga. vrai. Oui. Et ça le fait Ouais. chier, et ça l'ennuie. Mais c'est comme les True Blood aussi. Oui, C'est la c'est même ça. histoire, ouais. Quand Ah oui. le succès dépasse le Ouais, ouais. créateur. Oui. Ouais, ben c'est ça, hein, souvent, le côté industrie, euh, tu sais, beaucoup de gens sont pas très contents de la fin de la dernière saison de Game of Thrones. Et c'est drôle à dire que, ben tiens, hein, les saisons qui ont été bien aimées étaient ceux que les livres étaient finis. Et Ouais. la saison qui a été moins aimée, ben, il y avait, c'était pas ce qu'ils prévoyaient faire en livre. Ça a été, Ouais. mais c'est ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est juste pour dire à quel point que, ben c'est ça. Si jamais il y a quelqu'un qui veut une série à la Game of Thrones, ben ma série Clan of the Devil de Sonny Bean saga, ça serait une série parfaite pour à la Game of Thrones. Dans le sens, mais par contre basée sur des faits historiques. Mais c'est ça, Pas, pas pas, de. pas de l'horreur, du coup. C'est plus, ouais. Plus, Ben, en fait, il y a beaucoup d'horreur, mais c'est de l'horreur plus réelle avec des cannibales Ah, voilà. et des sorcières, mais des sorcières, des vraies sorcières, qui veut dire des sages-femmes qu'on envoyait au bûcher parce que parce que Hmm. c'était des connards qui étaient au pouvoir, tu sais. Donc, il y a pas rien, il y a rien de surnaturel, mais il y a plein d'horreur, là, tu sais. J'ai j'ai l'impression que la sorcellerie ou les sorcières ou ce genre de mystique, c'est quelque chose qui revient souvent dans vos premiers films aussi. Oui, mais dans les premiers films, c'était plus au niveau, je pourrais dire, plus l'adolescent qui s'amuse avec Hmm. le côté, parce que l'adulte en moi ne croit pas à rien de surnaturel. Donc, euh, mais l'adolescent et l'enfant, lui, c'était trippant, là, Ouais, bien sûr, des- bien sûr. tu sais, c'est comme si quand on est plus jeune, ben, tu sais, c'est cool, les fantômes, les ci, les démons, mais quand on vieillit, puis bon, et surtout quand on lit sur l'histoire et tout ça, ben, on voit que
les vrais démons c'est l'humanité et l'histoire en est plein de choses horribles. On n'a même pas besoin d'inventer des Non. monstres et des démons. On en a assez fait en tant qu'espèce. Et justement, c'est ça, ma BD traite de ce sujet-là. En fait, tu connais peut-être un peu le film de Wes Craven, La colline a des yeux, là, Hills Have Eyes. Bien sûr. Oui. Ben, Mhm. était basé sur ce film-là. Il a transposé en temps moderne à l'époque, là, les années 70, mais en temps moderne aux États-Unis, une vieille histoire du 15e, en fait, 16e siècle qui se passait en Écosse, qui était basée sur supposément des vrais faits historiques. Et moi, j'avais vu La colline a des yeux, comme plein de films de Wes Craven, puis j'étais un grand fan du premier Nightmare on Elm Street, là, le premier Freddy. Mais ce film-là, quand j'ai appris cette légende-là écossaise, je m'étais mis à faire des recherches, puis ça a été, comme j'ai dit, le projet est 1400 pages, mais ça a pris 10 ans de travail, incluant des années de recherche. Et ça a été quand même si financièrement, ça a été un désastre. Et malheureusement aussi, j'ai pas pu vraiment le sortir pour rejoindre un public. Mais l'aventure de la recherche et d'aller au bout de cette histoire-là était fascinante. C'est pour ça que un jour, peut-être, il y a quelqu'un qui va tomber sur ça. Et voilà. Et là, on aura une autre interview dans 10 On se rappelle sans problème avant qu'on se quitte. Justement, j'ai une question, Romain. Pardon, Vas-y. Justement, vous vous êtes essayé à plein de domaines artistiques. C'est lequel qui vous a le plus plu ou celui que vous aimeriez essayer aujourd'hui que vous n'avez pas encore tenté? En fait, c'est certain que la BD, jusqu'à un certain point, tu te retrouves avec un peu plus de contrôle, même si tu es limité encore par le budget au niveau que peut-être que tu aimerais avoir un artiste plus qu'un autre, mais avec le budget que tu as, tu peux pas. C'est comme dans tout, on ne peut pas nécessairement se payer les meilleurs des meilleurs parce qu'on n'a pas les budgets. Mais bon, mais c'est quand même, je sais que Jodorowsky, que j'adore ses films, qui a fait beaucoup de BD, il trouvait aussi que la BD, c'était peut-être plus facile de pouvoir amener sa vision, surtout lui qui travaillait avec Moebius, puis, etc., de mettre ce que tu avais en tête en visuel que de le faire en film, que souvent, il y a plus de difficultés et ça prend plus de moyens, etc. Mais c'est sûr que tout m'a plu, mais tout vient avec quand même avec un prix à payer, là, que ce soit monétaire ou même juste émotionnel, parce que c'est certain que moi, j'ai jamais eu la chance de travailler sur on pourrait dire, un vrai projet de film bien entouré, avec toute une équipe professionnelle à tous les niveaux, avec tout le monde qui connaît leur job, leur emploi et tout ça. J'ai jamais eu ce luxe-là, donc j'ai jamais pu vraiment m'amuser comme je vois, quand je vois Spielberg sur des plateaux ou Sam Raimi, ils s'amusent comme des fous, mais c'est ça, ils ont atteint un niveau où oui, il peut y avoir du stress et de la pression quand même, mais ils sont assez bien entourés pour enlever une partie de leur stress et qu'ils puissent plus s'amuser à faire quelque chose qui leur plaît. Là. Même chose pour un Tarantino. Là. Il est souvent très heureux sur un plateau parce que justement, il est au top niveau où il peut travailler avec les bons outils, si on veut. Là. Moi, j'ai toujours eu la débrouille. Oui, c'est ça. Ça enlève beaucoup du plaisir. Et certainement, en plus, quand tu payes de ta poche et que
chaque contretemps qui arrive sur un plateau, c'est de l'argent qui sort directement de ton compte de banque et de tes poches, là, tu sais. Tu sais, des grands réalisateurs qui ont vécu toutes sortes de choses ont même jamais vécu ce genre de stress-là et de pression où ce que, ben, c'est pas juste, si le film marche pas, tu auras de la misère peut-être à faire un autre film, etc. Mais dans mon cas, c'est que s'il y a des choses qui ne marchent pas, ben, je perds tout, là. Je perds tous mes sous, tout mon argent. Tu sais. C'est une pression encore plus grande qui ne devrait pas être sur l'épaule du réalisateur qui a déjà 1000 décisions à prendre. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... tu sais, sérieux, là, des fois, je pouvais être... Tu es là en train de parler à un comédien, en train d'essayer de te concentrer sur les choses importantes pour un film. Puis là, tu as quelqu'un qui vient te souffler à l'oreille que, il y a un problème avec le stationnement, les camions, avec l'équipement, et le stationnement exige $1 000 de plus qui n'avait pas été... et là, toi qui es en train d'essayer de diriger le comédien, il faut que tu sortes 1000 piastres de tes poches pour régler ce problème-là. C'est ridicule. Là. Et c'est ça que malheureusement que j'ai toujours vécu. Je n'ai jamais eu la chance de pouvoir comme être un réalisateur sur un plateau avec une machine, mais c'est pas moi qui paye. Après, pour contrebalancer et pour finir sur du positif, ça fait 25 ans que le film est sorti et vous êtes là avec nous en train d'en parler et votre film il a quand même touché des gens. Ouais. Malgré les problèmes, etc. Ouais, à l'international, parce qu'il y a quand même 6000 km qui nous séparent. Il a quand même touché un public, il a quand même touché des gens, et même si ça a été compliqué, des gens adorent ce film. Moi, je suis là, on est tous là à adorer le film, etc. Donc d'un côté, c'est compliqué, j'imagine, à vivre sur l'instant, en effet, c'est sûr, surtout les problèmes de production, mais je pense que vous pouvez être fiers, en tout cas. Voilà. Merci. Ben, c'est sûr que c'est pour ça que j'accepte encore avec bon cœur toujours s'il y a des gens qui apprécient, ben ça me fait plaisir d'en parler quand même si des fois il y a des bobos et des histoires moins... mais en même temps, ça fait partie de... Ben oui. Quand on a... Pour certains, peut-être, le chemin qui suivent dans de la création, des fois, ça peut aboutir à des choses qui se passent d'une façon un peu mieux, mais c'est ça. Mais écoute, on choisit pas, des fois, c'était comme ça et parce que quelqu'un dit « mais tu regrettes-tu de les avoir fait? » Ben, la réponse est non, parce que c'est sûr qu'au moment que je faisais chaque projet, c'était pour moi la chose la plus importante à ce moment-là. Et la chose qui me tenait le plus à cœur, même si ça venait avec des coups de couteau dans le dos, si on veut. Mais c'est ça. Donc, sans regret et content que, justement, il y a encore des nouvelles générations qui vont le découvrir, j'espère, avec la version remasterisée, restaurée, si on veut. On espère aussi. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Maurice. C'est moi qui vous remercie, Romain, Lily. J'espère qu'on aura le temps de se reparler parce que vous avez aussi réalisé Blood Symbol bien avant, qui a aussi une production qui a duré 7 ans, de ce que j'ai lu. Ça, mais j'ai cru comprendre que c'est toute une histoire, ça aussi ça mérite son propre podcast. Voilà. Écoute, en fait, tu as mes coordonnées n'importe quand parce que justement la sortie Blu-ray de Blood Symbol est due dans 2-3 mois, je pense. Donc il va être plus facilement accessible qu'il n'a jamais été à ce moment-là. Puis si jamais ça te tente ça me ferait plaisir de rejaser de celui-là ou des ou des autres. Quand vous voulez. Hein. On Voilà. est toujours là, on adore les histoires comme ça et tout, et c'était un plaisir. En tout cas, Maurice. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Hein. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.